Je ne vais pas montrer la salle. Pardon. J'ai dit, vous auriez dû prendre Alexandre Michelin. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Merci à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue pour cet événement dédié au métavers, au NFT et au Web3. Je suis Antoine Allard, je suis le directeur de la communication de Cap Digital et on est très heureux de vous accueillir, alors que ce soit en présentiel ou en visio, pour ce nouvel événement dédié donc au métavers. C'est peu dire que le sujet des métavers est le sujet buzzword du moment, si je puis dire. En témoigne peut-être en premier lieu le succès de cet événement. Vous êtes plus de 1000 personnes à vous être inscrites à cet événement. En témoignent aussi les récentes annonces que l'on a pu observer dans l'écosystème et au-delà. Alors bien sûr, on pense à l'annonce de Meta, ex-Facebook, de création d'un métavers et de tous les recrutements qui vont avec. On va en reparler très largement ce soir. En témoigne aussi l'annonce du président candidat Macron, toute récente, de la volonté de créer un métavers européen. On aura peut-être l'occasion d'en rediscuter ou de l'évoquer également ce soir. Ou encore, on peut penser au lancement de nouvelles écoles qui se veulent 100% métavers, dont l'une a été récemment présentée lors d'un événement chez BPI France. Alors, nous, chez Cap Digital, ça faisait évidemment un moment qu'on voulait s'intéresser à cette thématique dont tout le monde parle, mais on s'est beaucoup interrogé sur la façon de le faire. Pourquoi ? Parce qu'on a énormément d'adhérents chez Cap Digital, notamment des startups et des PME innovantes, qui travaillent beaucoup sur le fond technologique, j'ai envie de dire, sur lequel reposera les métavers de demain. Mais on avait aussi envie, je dois le dire, de faire un événement résolument didactique pour mieux comprendre les perspectives qui se dégagent d'un point de vue techno, on vient d'en parler, mais aussi en termes de modèle économique, mais aussi en termes d'usage, avec cette grande question des usages, est-ce qu'ils vont prendre ou non, est-ce que l'usager lambda va avoir envie de s'immerger dans les métavers à horizon de quelques mois ou de quelques années. Et puis on avait aussi envie, ou en tout cas on avait une volonté assumée de débunker un petit peu les fantasmes autour des métavers, parce qu'on entend un petit peu tout et son contraire. On est tous un petit peu perdus dans les grandes perspectives, les grandes révolutions annoncées. On voit bien que les médias se font largement l'écho à la fois des peurs et des incroyables ambitions des uns et des autres sur le sujet. Donc l'idée c'est de réatterrir un petit peu, c'est de décrypter, pour ne pas dire déconstruire tous ces fantasmes. On en parlait beaucoup entre nous et pour tout vous dire, on est tombé sur le cahier des tendances médias de France Télévisions. France Télévisions qui est l'un des adhérents de longue date de Cap Digital. Et on a été extrêmement impressionné par la qualité des décryptages et des analyses fournies dans ce nouveau numéro de Métamédia dédié justement à la question des métavers. Donc, j'ai envie de dire que la solution pour nous a été toute trouvée et on a très rapidement contacté Cathy Brem, qui est, je crois, la rédactrice en chef en fait de ce cahier des tendances Métamédia, qui nous a fait le plaisir d'accepter de venir présenter dans le détail ce cahier des tendances. Si vous ne le connaissez pas, il ressemble à ça. Il est téléchargeable gratuitement en ligne sur le site du France TV Lab de Métamédia. Et pour ceux qui sont présents avec nous aujourd'hui, on a mis toute une série d'exemplaires sur la table là-bas. N'hésitez pas à vous servir. Bonjour Cathy, merci d'être avec nous. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Donc bonjour à tous ceux dans la salle et à ceux qui sont en ligne, visiblement nombreux. Donc on semble avoir choisi les bons mots-clés pour vous inviter autour de cet événement.
Donc ce cahier de tendance qu'on vient de voir, donc c'est pas du tout que le fruit de mon travail, c'est justement le fruit d'une intelligence collective. On a essayé de faire venir un maximum d'experts du sujet, donc que ce soit des sociologues, des sémiologues, des experts des médias, des experts du marketing, des artistes même, des experts de l'intelligence artificielle. Donc là, on va essayer, donc en 45 minutes, de faire un résumé de ce cahier et de décrypter ce buzz autour des NFT. Juste Cathy, avant de vous laisser vous plonger dans la présentation, je voudrais juste prévenir aussi en introduction qu'on se gardera du temps juste après votre keynote pour faire un point, et ça nous paraissait très important, sur la question de la formation au talent pour les métavers de demain, et on est très heureux de réunir ce soir, et on les accueillera en deuxième partie d'événement, 4 des grandes écoles reconnues internationalement dans le domaine de l'image, de l'animation, des jeux vidéo, et donc on fera une table ronde en compagnie d'Axel Buendia du CNAM Engmin, de Franck Petita de l'école Georges Méliès, de Arnaud Lacaze-Mazmonteil des Gobelins École de l'Image, et de Dominique Perronnet de Art FX. Avant de vous redonner la parole, je voulais juste aussi vous dire, parce que je sais qu'on va nous poser beaucoup la question, oui, il y aura un replay de l'événement, tout ça est enregistré, et dès demain, sur la chaîne YouTube de Cap Digital, vous pourrez retrouver cet événement. Si vous ne pouvez pas rester toute la durée de la soirée avec nous, pas de souci, vous pourrez retrouver toutes les interventions. Et puis, pour celles et ceux qui sont présents avec nous ce soir, on finira par un petit cocktail de networking, donc n'hésitez pas pour le coup à rester avec nous jusqu'au bout. Voilà. Je vous redonne la parole dans quelques instants, Cathy. Très bonne soirée à toutes et à tous. J'espère qu'on va vous donner toutes les boussoles, toutes les bonnes cartes pour ne plus vous perdre dans ce vaste sujet des métavers. C'est parti, générique. Donc rebonjour, on va donc parler de ce cahier de tendance fruit de travail d'une intelligence collective. Pour commencer, je vous propose de poser un tout petit peu le contexte qui nous a amené là où nous sommes aujourd'hui, puisque tout ça, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Le Web3, c'est pas juste comme ça une bombe qui se déclenche d'un coup. C'est une évolution lente. Ce sont des tendances qui étaient déjà sous-jacentes, mais qui ont été accélérées pendant les 2 ans de pandémie qu'on a tous vécu ensemble. Donc, on est passé de la mobilité à la sédentarité du jour au lendemain. On est passé des open space aux seuls ensembles, et donc on est vraiment basculé du jour au lendemain sur un univers virtuel que certaines générations avaient déjà l'habitude d'habiter, comme par exemple la génération Z, elle n'avait pas besoin de la pandémie pour se retrouver dans des univers virtuels ensemble, puisque 26% du temps passé de la génération Z se fait dans les jeux vidéo désormais. Donc si vous avez des enfants à la maison, vous le savez certainement, vous êtes au courant qu'ils passent une grande partie de leur temps dans les jeux vidéo, un peu moins pour écouter la musique, un peu moins pour naviguer sur Internet, presque plus du tout sur les réseaux sociaux. En tout cas pas sur ceux où sont les générations plus anciennes. Et surtout, fait très inquiétant pour nous les médias, ils ne regardent pas du tout la télé, ou ils ne regardent pas du tout des films. Donc là, on a vraiment un gap générationnel important avec les autres générations qui passent toujours 57% à regarder des films. Donc à voir comment on peut se retrouver quelque part tous ensemble. Donc, si vous avez donc des enfants, vous avez certainement déjà vu ces univers-là, des jeux comme Fortnite, des jeux comme Minecraft, Roblox ou Animal Crossing, qui a eu la bonne idée. Donc c'est un jeu bac de sable dans lequel on peut se promener librement. Donc c'est pas du tout pour gagner quelque chose. En fait, c'est un univers parallèle justement, comme le métavers qu'on va décrire dans cette présentation. Animal Crossing a eu la bonne idée de se lancer juste au début de cette pandémie et donc des différents confinements, et qui a donc trouvé un public important là-dedans.
C'est aussi l'économie de créateurs qui s'est renforcée pendant la pandémie. Elle était déjà aussi sous-jacente avant la pandémie. Donc on a de plus en plus dans les réseaux sociaux d'abord des influenceurs et avec d'autres réseaux sociaux qui émergent comme par exemple Snapchat et TikTok, des vrais créateurs qui créent vraiment du contenu. Donc là où Facebook n'a pas réussi à amener des gens sur sa plateforme pour créer des contenus, les nouveaux réseaux sociaux ont réussi à faire ça. Et donc autour de cela, c'est construite une réelle économie des créateurs qui va donc aller de pleine joie dans le Web3, puisque ce sera un élément qui les rendra encore plus indépendants là où ils sont aujourd'hui, quand même très dépendants des réseaux sociaux, des plateformes de réseaux sociaux. Donc les 50 millions de créateurs de contenu qu'on a déjà aujourd'hui, on les retrouvera certainement dans le monde des métavers et surtout dans le monde des NFT. On a aussi déjà un début d'économie virtuelle, donc c'est-à-dire on troque déjà des éléments virtuels. Donc on a entendu parler des NFT surtout l'année dernière, mais en fait on a déjà vendu un JPEG virtuel en 2018 et on avait déjà les fameux CryptoPunks dont tout le monde a parlé l'année dernière, qui datent en fait de 2017. C'est juste qu'en 2017 ils valaient 20$ et qu'aujourd'hui ils valent 2 millions. Donc ceux qui ont investi en 2017 sont les heureux propriétaires aujourd'hui d'un CryptoPunk. On a pendant la pandémie aussi une tendance renforcée de journalistes influenceurs. Donc ce sont tout simplement des journalistes qui ont quitté les rédactions pour se lancer de façon indépendante dans les newsletters, par exemple. Là encore aussi, parce qu'il y avait l'outil pour le faire, puisqu'il y a la plateforme Substack qui leur a proposé de collaborer et qui a bien évidemment pris une part sur les investissements, mais qui a quand même permis à un certain nombre de journalistes de quitter leur rédaction et de devenir indépendants. Donc là encore, l'économie autour des NFT et du Web3 les intéressera fortement pour être encore plus indépendants. Ensuite, on a un certain nombre de progrès technologiques qui ont eu lieu pendant les années précédentes et aussi pendant la pandémie. Il y a une vraie accélération. On a vu des évolutions dans l'intelligence artificielle, par exemple, la sortie de GPT-3, et aussi dans les décors virtuels par la force des choses. Les tournages se sont arrêtés et donc on a dû reconstruire de façon virtuelle des décors. Et vous voyez là à l'image la série Netflix Vincenzo qui est presque tournée entièrement avec des décors virtuels. On va plus du tout la différence. Là où avant, en fait, on voyait quand même, on avait un certain regret d'être dans des décors virtuels. Là, on ne voit plus du tout la différence. Et on est aussi passé de plus en plus vers des médias synthétiques hyper réalistes, puisqu'en 2019, on avait encore un Mark Zuckerberg en deepfake qui n'est pas super réaliste, mais en revanche, encore une fois, l'année dernière, on avait le projet autour de Tom Cruise qui avait carrément tout un canal TikTok dédié à lui, et lui, en revanche, il est extrêmement réaliste, à confondre complètement avec un être humain en chair et en os, et voire même qui nous influe peut-être une certaine confiance que les personnes réelles ne seraient pas capables de nous infuser. Et on a surtout Unreal qui a lancé les méta-humains. I could be one of many. Je pourrais être architecte. Ou guide. Quizá un artista. You create the narrative. I am metahuman. Des êtres parfaitement réalistes qui pourront donc peupler le futur métavers. On connaît déjà aussi les filtres, les lens, les identités augmentées, donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est aussi une tendance qui va trouver sa continuité avec les avatars qu'on aura dans les univers virtuels. On a déjà aujourd'hui des identités multiples. On n'est pas la même personne sur LinkedIn, on n'est pas la même personne sur Facebook, sur Instagram, sur Tinder, ceux qui y sont. Et demain, donc on aura aussi nos avatars avec des identités encore beaucoup plus différenciées.
où on sera peut-être un petit peu en perte même de l'identité. Il faudra bien se rappeler quelle identité on a utilisée sur quel métavers, dans quel métavers. On a aussi appris à travailler en ligne ensemble, donc ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas tellement l'habitude de faire non plus avant. Avant, on se retrouvait autour d'une table avec des post-it pour faire un brainstorming. Aujourd'hui, après cette pandémie, on est parfaitement capable de se retrouver dans un univers virtuel pour collaborer ensemble. Donc on a découvert plein de plateformes, on a découvert des projets extrêmement intéressants comme des concerts ensemble. Donc ceux-là peuvent aussi trouver donc, leur continuité dans les futurs métavers. On a donc une virtualisation plus ou moins forcée qui était déjà en place en Asie, qui est très très en avance sur toute l'interaction homme-être virtuel, avec des influenceurs virtuels, avec même des chanteurs de K-pop virtuels. Donc toutes ces choses-là sont arrivées aussi chez nous par la force des choses en Europe sur les 2 dernières années, avec donc des expositions virtuelles, avec l'e-sport qui a pris son essor aussi en France, et avec aussi la VR sociale, qui, encore une fois, existait déjà avant la pandémie, mais qui a trouvé des nouveaux utilisateurs pendant la pandémie, puisqu'on n'avait plus la possibilité d'aller dehors, de se retrouver ensemble quelque part. Donc on s'est retrouvés dans des espaces virtuels, tous ensemble, avec nos avatars. Et donc on a même vu des concerts dans les plateformes de jeux qu'on a évoquées tout à l'heure, comme Fortnite, comme celui le plus connu peut-être de Travis Scott dans Fortnite, qui a réuni quand même 12,5 millions de joueurs en parallèle pour assister à ce concert. Donc quelque chose qu'on ne serait pas capable de faire dans la vraie vie, puisque dans une vraie salle de concert, on ne peut pas réunir 12,5 millions de personnes. Mais donc, encore une fois, un usage pressenti des futurs métavers. Donc, est-ce que nous sommes aujourd'hui arrivés dans le métavers? My tiny corner of nowhere. There's nowhere left to go. Nowhere. Except the oasis. A whole virtual universe. People come to the Oasis for all the things they can do. But they stay because of all the things they can be. Et c'est justement ça la remarque la plus importante. Donc, il dit on vient dans le métavers, donc dans l'Oasis, dans Ready Player One, pour toutes les choses qu'on peut y faire, mais on y reste pour toutes les choses qu'on peut y être. Et donc c'est peut-être là l'utilisation la plus importante de ces univers parallèles qu'on est en train de créer. On va essayer de se poser juste quelques minutes sur des définitions avant d'arriver à des cas d'usage très concrets. Donc on va prendre les 3 termes du titre de cette conférence et on va peut-être les analyser un petit peu plus. Donc là, c'est juste une visualisation qui vient de sortir, puisqu'Accenture vient aussi de sortir son analyse de ces univers virtuels du métavers, des NFT, de tout ce qu'on peut faire avec, où on va la timeline du web 3.0 du WebMe depuis 1975 avec les premières expériences de réalité virtuelle jusqu'à aujourd'hui et avec quelques projections pour l'avenir. Donc on verra si la chose va se présenter de cette façon ou si les choses vont s'accélérer ou si peut-être tout simplement les choses vont aller beaucoup plus lentement que prévu. Donc, premier terme, c'est le Web 3. Donc, on parle beaucoup aussi de Web 3. Ce serait la continuité logique des 2 étapes précédentes, donc dans le Web 1, qui était un peu l'âge d'or pour les médias, puisqu'on avait tout le pouvoir sur la chaîne de valeur des médias. On était les gatekeepers de tout, puisque c'était l'Internet où les utilisateurs lisent des contenus que les éditeurs ont créés, donc nous médias, et où les éditeurs maîtrisent complètement les revenus. Après, on est arrivé dans le Web 2, où on était donc plutôt avec des utilisateurs qui ont commencé à pouvoir créer des contenus, notamment à leur smartphone aussi, grâce à leur smartphone.
et où donc encore une fois les réseaux sociaux étaient la possibilité de diffuser ces contenus, mais les réseaux sociaux contrôlent aussi ces contenus, donc qu'il les modère plus ou moins même, et c'est aussi les GAFAM et les géants de la tech qui ont la plupart des revenus. Ensuite, donc, aujourd'hui, on arriverait dans le Web 3, qui est donc ce rêve communautaire du début de l'Internet, en fait, un petit peu de Tim Berners-Lee, ou d'un Internet qui appartient à tout le monde, où les utilisateurs créent du contenu, où les utilisateurs maîtrisent même les plateformes sous la forme de la blockchain, et en plus, oui, les utilisateurs maîtrisent aussi les revenus. Donc, sous une autre présentation, on passe donc du Web 1 de l'économie de l'information, des moteurs de recherche, au Web 2 qui était l'économie de plateforme, et donc là au Web 3 qui est un petit peu l'économie de la propriété, puisqu'il y a beaucoup de terminologie un peu mercantile aussi autour de ce Web 3, avec donc un web qui était gratuit complètement au départ, ou prétendument gratuit. En tant que média, on sait que les articles qu'on mettait en ligne, ce n'était pas non plus gratuit pour nous, mais en tout cas, un Internet qui était prétendument gratuit a aujourd'hui un Internet où on peut acheter des morceaux de cet Internet. Donc avant, dans le Web 2, on achetait des noms de domaine. Aujourd'hui, dans le Web 3, on peut acheter des morceaux, des JPEG, d'autres éléments d'Internet. Donc tout ça, c'est basé sur la blockchain, donc sur cette philosophie très très décentralisée d'Internet. Deuxième terminologie, donc c'est le métavers. Donc vous l'avez lu certainement, donc la réunion de méta et d'univers, donc pas le méta de Mark Zuckerberg, mais le méta au-delà. Donc il y a deux interprétations et je pense qu'on utilise plus souvent la deuxième qui est un petit peu plus large. Il y a une interprétation très restreinte du métavers qui est d'être dans des univers très très virtuels avec son avatar, mais dans des univers persistants. Mais en tout cas, on y entre avec un casque de réalité virtuelle et on interopère avec des gens dans ces univers. Il y a une interprétation beaucoup plus large du métavers qui inclut aussi la réalité augmentée, donc qui sont toutes les couches qu'on ajoute d'informations par rapport à la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc bien évidemment, tout le monde s'y met. Ce métavers, il est basé sur deux choses. Il est à la fois basé sur du hardware et sur du software. Il se trouve que Meta maîtrise les deux puisqu'ils ont à la fois les casques et à la fois la technologie à mettre dedans. Donc ils étaient les premiers à se lancer. Après, Snapchat maîtrise très bien tout ce qui est réalité augmentée. Donc ils étaient les premiers à être maîtres dans les filtres et dans l'augmentation de la réalité telle qu'on la voit aujourd'hui. On a déjà parlé de Roblox aussi, qui est en fait pas un jeu, mais qui est une plateforme de plein de jeux, puisque Roblox permet aux utilisateurs, comme la plupart des autres plateformes de jeux, de créer leur propre univers et donc y compris aussi de le monétiser. Mais il se trouve que Roblox est aussi la plateforme où il y a le plus de jeunes. C'est une plateforme extrêmement jeune, puisque 54% des joueurs ont moins de 13 ans. Donc on a Epic Games bien évidemment aussi, avec Fortnite qui était très en avance sur la mise en place sur la préfiguration de ce métavers. Nvidia qui a annoncé en janvier 2022 une version gratuite de son Omniverse qui était plutôt dédiée à du B2B. Donc là, encore une fois, ils le mettent à disposition des créateurs gratuitement. Microsoft qui veut se lancer dans Mesh, Apple qui va aussi lancer son univers et Netflix qui vient de recruter un cadre de haut niveau pour l'aider à mettre en place son métavers, et on a plein d'autres marques aussi. On a Disney qui a annoncé aussi son métavers. Donc tout le monde se lance dedans parce que selon Gartner, donc 25% des gens passeront 1 heure par jour dans le métavers en 2026. Donc on verra bien si ça va vraiment se réaliser. Et ce serait donc pour acheter des tenues pour son avatar, pour acheter des terrains. Donc tout cela est très mercantile. Pour participer à des expériences quand même aussi, et pour faire du shopping.
Donc tout le monde a déposé un certain nombre de brevets autour de ces nouvelles technologies. Et donc, tout le monde a aussi suivi le buzz et le hype autour des NFT. On l'a dit tout à l'heure, les NFT, ça ne date pas forcément d'aujourd'hui, mais on a vraiment vu une apparition très, très, très renforcée de spéculation autour de ces éléments numériques l'année dernière, notamment après la vente aux enchères d'une œuvre d'art de Beeple pour 70 millions de dollars. Donc, c'est-à-dire 70 millions de dollars, un heureux propriétaire a acquis l'NFT de son œuvre d'art, qui peut donc être copié par tout le monde, puisqu'on est sur Internet, tout le monde sait prendre une capture d'écran. C'est juste que cette personne-là peut se dire « j'ai les droits de propriété sur cette œuvre d'art ». Donc un NFT, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un contrat, tout simplement, en ligne. C'est un certificat de propriété. Donc c'est pas forcément, il n'a pas forcément acheté le JPEG en fait. Le JPEG, il est toujours en ligne, il est toujours disponible. Il n'est pas chez lui dans un cadre, dans sa maison. Il est toujours accessible. Et si on prend une définition un peu plus longue, plus compliquée, faite par des juristes, donc on reste en fait dans quelque chose qu'on connaît déjà, puisqu'on a un point de vue juridique, lorsqu'un acheteur achète un NFT attaché à une œuvre protégée par le droit d'auteur, il peut tout au plus acheter une licence pour afficher l'œuvre protégée par le droit d'auteur dans une capacité limitée. Donc en fait, il n'achète pas l'œuvre, il ne peut pas faire ce qu'il veut avec l'œuvre, il ne peut pas la dégrader, par exemple. Il y a vraiment dans un smart contract, encore une fois, rangé sur la blockchain, des limitations d'utilisation. D'ailleurs, c'est un petit peu comme si on achetait un morceau de musique sur iTunes, à l'exception que le NFT est traçable jusqu'à l'artiste via, encore une fois, la blockchain. Ou j'ai entendu aussi dans une conférence une comparaison intéressante, c'est un petit peu comme si on achetait une étoile. Donc en fait, on ne peut pas y aller. On ne peut pas la ramener chez soi à la maison, mais on peut se dire « je suis le propriétaire de cette étoile-là. Elle m'appartient et je peux revendre le NFT de cette étoile. » Donc on pourrait se dire « tout ça c'est un petit peu fou, pourquoi il y a des gens qui payent des sommes extraordinaires pour des éléments virtuels ?» Donc, d'ailleurs, en France, on vient de permettre aussi la vente aux enchères d'objets numériques, puisqu'auparavant, on avait le droit de vendre aux enchères que des objets physiques. Donc là, on peut aussi aujourd'hui, en France, vendre des objets numériques. Et tout ça, c'est vraiment, encore une fois, basé sur cette philosophie du Web 3, sur une logique de communauté. Donc, s'il y a un certain nombre de gens qui adhèrent à un univers, donc ils vont pouvoir s'acheter ces NFT à des prix assez importants. Donc, il y a cette logique de communauté, donc ça, c'est le côté très positif. Il y a aussi, bien évidemment, une deuxième logique de spéculation qui fait qu'en ce moment, les prix montent beaucoup. Et en plus, c'est assez facile de mettre en ligne un NFT. Il y a tout un tas de plateformes sur lesquelles on peut se rendre, par exemple la plateforme OpenSea, où on peut tout simplement uploader une image, un morceau de musique, n'importe quoi, et on peut créer son NFT. Et ça nous rappelle un petit peu l'histoire des réseaux sociaux dans le Web 2, puisque quand on se dit que OpenSea ne contrôle pas du tout si on est réellement propriétaire des droits de l'œuvre qu'on upload sur sa plateforme, OpenSea nous dit on n'est pas là du tout pour contrôler tout ça, on est juste une plateforme. Donc ça nous rappelle un petit peu ce que nous disait Mark Zuckerberg quand on mettait n'importe quoi sur les réseaux sociaux. On se dédouane derrière la plateforme. Donc ce qui fait qu'on peut, même il y a des gens, il y a quelqu'un qui a acheté un pixel rouge pour 900 000 $. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit d'utiliser un pixel rouge, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit d'utiliser la couleur rouge, c'est juste que cette personne et donc le propriétaire de ce pixel rouge, et puisque c'était un petit peu le premier qui a eu l'idée d'acheter un pixel rouge, peut-être qu'il s'est dit que ça va monter en valeur, et un petit peu comme Malevich qui avait en premier l'idée de peindre un panneau blanc sur blanc et un autre noir sur noir. Bien évidemment, les marques se lancent aussi dans ces univers. On n'a aujourd'hui pas forcément un vrai cas d'usage, mais
on a déjà une course folle à l'achat de terrain du métavers, puisque le principe, c'est de créer une rareté artificielle, puisqu'on pourrait se dire, on est dans un univers virtuel, il pourrait être infini, mais donc dans les différents métavers qu'on a aujourd'hui, donc là on voit une image de Sandbox, on a délibérément limité le nombre de terrains disponibles qu'on peut acheter. Donc il y a différentes marques qui ont acheté du terrain. Donc on a vu notamment dernièrement Carrefour qui a dépensé 300 000 € pour acheter un terrain dans The Sandbox. Et le principe, en fait, dans ces univers virtuels, c'est le même que dans l'univers réel, puisque c'est aussi l'emplacement qui compte. Donc si on s'achète un terrain à côté de quelqu'un d'important et d'intéressant, on va avoir un terrain qui vaut beaucoup plus. Donc si on achète un terrain à côté de celui de Snoop Dogg, forcément il vaut plus qu'un terrain à côté de je ne sais qui, ou encore dans un terrain assez vague où il n'y a personne. Donc maintenant on va regarder quelques cas d'usage concrets de cette philosophie du Web3, des NFT et du métavers. Donc ça va avoir un impact en fait sur toutes les industries, de l'industrie de la santé à l'industrie du voyage, à l'industrie du luxe, en passant par les médias, bien évidemment aussi, et en passant par l'art et la création. Les exemples les plus connus que vous avez peut-être certainement vu passer aussi, ce sont par exemple CNN qui s'est lancé dans la plateforme Vault et qui est en train de vendre des archives en NFT. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils vendent leurs archives et qu'ils n'ont plus le droit de les exploiter, c'est juste que quelqu'un achète un NFT pour une archive et donc CNN pourrait toujours les intégrer quelque part. The Associated Press a aussi lancé une plateforme de NFT, une place de marché de NFT pour les photojournalistes, donc, où ils peuvent monétiser aussi leurs images. On a vu un certain nombre de magazines qui ont vendu en NFT leur couverture. Donc, ça ne veut pas dire que leur magazine n'avait plus de couverture, c'est juste que quelqu'un a acquis un NFT de la couverture. Et on a vu cette mise en abîme du New York Times qui a vendu en NFT un article sur les NFT. Donc effectivement, pour les médias et pour toute entreprise qui a des contenus, c'est une utilisation évidente de leurs actifs, puisqu'on peut très facilement les monétiser sous forme de NFT, sans pour autant garder la main, sans pour autant perdre la main sur ces actifs. On peut aussi utiliser les NFT pour faire de la promotion de programmes, c'est ce qui s'est fait sur Matrix. Là, on est un petit peu dans la philosophie des cartes Panini de collection. Donc, ce sont déjà des fans d'un programme, d'une émission, d'un contenu qui vont se lancer dans la collection, non pas de cartes papier Panini, mais de NFT, d'une collection de NFT en ligne. Demain, on pourrait s'imaginer qu'on va faire des reportages en direct de métavers. Donc, Amy Webb, lors du South by Southwest, c'était un des scénarios qu'elle a imaginé. Donc, ce sera donc encore plus compliqué qu'aujourd'hui pour les journalistes de suivre un homme politique, puisqu'aujourd'hui, il faut déjà qu'ils le suivent à la télé, dans son bureau, sur les réseaux sociaux. Et donc, demain, on ajoute peut-être le métavers, où en plus, il faudra donc aller partir en tournage dans cet univers virtuel. On a donc aussi les applis VR sociales. On a vu passer Jelly en Chine, qui a eu un succès mis au volant très rapide, qui est passé en numéro 1 des téléchargements avant WeChat. Donc parce que tout simplement c'est un univers qui plaît beaucoup, qui a des belles interactions, qui a un graphisme vraiment intéressant, mais qui malheureusement a été retiré depuis du store pour des problèmes techniques, puisque tout ça c'est quand même encore assez instable. On a des stars synthétiques qu'on pourra donc, qui existaient déjà, qui étaient déjà présents, qui sont déjà présents sur les réseaux sociaux, qu'on peut faire venir ensuite dans le métavers. On a de l'art crypto, donc ça on a vu les exemples. On en a vu beaucoup aussi à South by Southwest cette année, avec des installations interactives qui étaient plus ou moins surtout basées sur un moyen d'afficher un QR code
pour, encore une fois, acquérir un NFT. Et on a les premiers éléments NFT, les premiers NFT intelligents, des iNFT, qui sont générés par des intelligences artificielles. Donc, bien évidemment, tout ceci peut aussi servir à mettre en place des nouveaux modèles économiques dans l'économie de créateurs. On en a parlé. Et on a la première newsletter qui est financée entièrement par des NFT. Donc, Dirt, qui est une newsletter qui est financée par un partage, une participation par NFT, qui remplace un peu la façon d'utiliser un abonnement, puisqu'un abonnement, on le paye une fois, on perd l'argent, tandis qu'avec un NFT, on peut potentiellement le revendre facilement à quelqu'un d'autre. Donc on est toujours dans l'esprit de participation. On a tout un tas de plateformes participatives qui se sont lancées dans un financement autour des NFT pour des contenus journalistiques, pour des contenus d'actualité aussi. On a la désintermédiation qui est de plus en plus forte. On avait un petit peu peur que ça va arriver déjà en 2016-2017 quand il y a la blockchain qui a commencé à apparaître. Ce n'était pas forcément le cas dans ces années-là, mais aujourd'hui, un artiste n'est pas forcément obligé, pour monétiser ses contenus, de passer par un producteur, de passer par un intermédiaire. Il peut, dans le Web3, directement mettre en ligne ses contenus sur des plateformes et donc les monétiser automatiquement. Le métavers est bien évidemment très très intéressant pour les marques. On l'a dit, c'est surtout un public jeune qui est dans le métavers, dans ces univers de jeux, dans Roblox, dans Fortnite. Et donc c'est aussi la cible du public très jeune à laquelle veulent s'adresser les marques, notamment Balenciaga qui s'est lancé dans une collaboration avec Unreal Engine et donc dans un jeu dans lequel on peut s'immerger complètement dans l'univers de la marque. Donc on n'est pas du tout dans un simple affichage publicitaire comme vous voyez là sur l'image, on est vraiment dans une interaction avec la marque. Donc c'est en effet l'industrie du luxe qui est peut-être le plus avancée dans l'utilisation de tous ces univers de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Pourquoi ? Encore une fois, parce qu'ils ont une clientèle très très grande en Asie, en Chine, et que dans ces endroits, ces univers AR, VR étaient déjà dans l'usage avant la pandémie. Ils n'avaient pas du tout besoin d'attendre la pandémie, d'être forcés d'y aller, ils y étaient déjà. Donc c'est juste que en fait, ces usages étaient limités avant la pandémie à l'Asie et qu'ils sont arrivés de plus en plus maintenant aussi en Europe. Donc on a aussi vu l'exemple de Nike Londres avec Roblox, qui a collaboré avec Roblox, là encore une fois, pour s'immerger vraiment dans un environnement de la marque. Donc c'est un petit peu la continuité logique des publicités organiques dans TikTok, puisque dans TikTok c'est pareil, on n'a pas des publicités qui s'affichent comme ça ou des panneaux publicitaires qui s'affichent, c'est vraiment une publicité incarnée, et là on va même encore plus loin dans une interaction réelle avec la marque, où on peut donc se créer son avatar dans les couleurs de la marque. Donc c'est un univers qui peut vraiment être très 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 créatif et qui peut aider à augmenter la créativité, ce qui tombe encore une fois bien pour les générations jeunes qui sont par définition la génération la plus créative qu'on ait vue de nos jours, puisqu'ils passent leur vie sur TikTok.
TikTok, et TikTok, c'est une plateforme très très créative qui les incite à créer du contenu. Donc dans ces univers métavers, on peut justement collaborer avec ces jeunes pour créer des choses. Et donc il y a déjà tout un tas de marques comme The Fabricant qui créent des vêtements uniquement disponibles dans un monde virtuel. Donc il n'y a pas du tout la version réelle qu'on peut dédupliquer dans un monde virtuel, mais ce sont vraiment des vêtements destinés à un monde virtuel et qui donc peuvent dépasser les lois de la physique du monde réel, puisque ça n'a aucun sens de reproduire notre monde réel dans un univers virtuel. L'intérêt de ces univers, c'est justement d'aller plus loin et de pousser plus loin la créativité. Donc si on se dit que des jeunes passent une grande partie de leur temps dans des univers virtuels, il est tout à fait logique et normal aussi qu'ils achètent des vêtements virtuels. Donc bien évidemment, nos amis, les GAFAM et les géants de la tech, ils veulent rester dans la course de ce Web3. Donc ils se lancent dans des maisons de créateurs qu'on a vu par exemple encore une fois à South by Southwest la semaine dernière, où ils font venir les créateurs, où ils leur donnent la possibilité de créer des contenus pour garder cette richesse de créativité et de création de contenu dans leurs futurs univers, puisque un peu comme Facebook, dans Horizon de Meta, on aura forcément besoin de création de contenu. Et ce n'est pas forcément Facebook qui va les créer, ce sont les créateurs qui vont se les approprier. Donc on a vu des tas de collaborations des marques de luxe avec les différentes plateformes NFT. Et on a un exemple de Gucci qui a lancé ces boîtes extrêmement luxueuses, qui ont d'ailleurs depuis été copiées déjà. Parce qu'en fait, le NFT, on pourrait se dire que c'est peut-être l'objet ultime du luxe. Pourquoi? Parce que c'est un objet parfaitement inutile, en tout cas pour ceux qui ne sont pas à 100% dans le métavers, et un objet très rare, puisqu'en fait, justement, autour de ces NFT, on crée une rareté artificielle. Parce qu'on pourrait se dire, on peut les copier ad vitam aeternam en 150 000 exemplaires, c'est du numérique, chacun peut. Je ne suis pas obligée de limiter le nombre de l'exemplaire, mais c'est justement par cette économie de la limitation artificielle qu'on crée une rareté artificielle, et donc qu'on a un objet de luxe parfait. On peut aussi interagir dans ces univers virtuels, donc ça c'est quelque chose qui nous amènera à une nouvelle façon de raconter des histoires, puisqu'aujourd'hui on est vraiment dans quelque chose d'assez descendant, et demain on pourra s'imaginer dans les mondes virtuels de continuer complètement à un univers d'une marque, d'un programme, de n'importe quelle star, où on peut se choisir donc un avatar, on peut incarner la star qu'on aime bien dans un univers qui est complètement construit autour de ces gens. Donc quelques chiffres justement avant d'aller dans la dernière partie de cette présentation. On nous bombarde un petit peu de chiffres à droite à gauche. On a des milliards et des milliards de revenus qu'on nous promet pour les différents métavers, pour les différentes utilisations des NFT, pour le Web3. Et on a pour l'instant que 8% de Français qui possèdent un portefeuille de crypto ou de NFT. On a quand même un côté un peu inquiétant qui est, il ne faut jamais l'oublier, que Mark Zuckerberg a accès à la moitié de la population mondiale, puisque si on additionne toutes les plateformes sur lesquelles il est aujourd'hui, ça fait 2,9 milliards d'utilisateurs mensuels, donc c'est la moitié de la planète. Donc si demain il a envie de nous emmener dans son métavers, c'est peut-être quelque chose qu'il ne faudra pas forcément faire les yeux fermés et sans se poser de questions. On a un avantage en France, qui est que la France est le deuxième pays en production de contenu AR
VR, après les États-Unis et avant Taïwan. Donc on a vraiment énormément de créativité, on a énormément de talents, et on en parlera justement dans la table ronde tout à l'heure, qui sont en France et qui peuvent nous aider à contrecarrer les univers qu'on veut nous imposer. Donc est-ce qu'on est dans une dystopie ou est-ce qu'on est face à une réelle opportunité? Il y a quand même un certain nombre de risques qu'il faut ne pas perdre de vue, tout en se disant qu'on est dans une opportunité très 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 créative et de communauté. On a déjà des cas de harcèlement dans ces métavers, puisqu'on est peut-être encore plus exposé, plus vulnérable que sur les réseaux sociaux, puisque là on y va physiquement, même si on y va de façon virtuelle, mais c'est quand même, on y va avec un corps. Et donc on a ces cas de harcèlement, on a même déjà des cas de racisme dans le métavers. Donc si on laisse faire les plateformes, les mêmes que du Web 2, on n'ira peut-être pas non plus dans le bon sens. Sous ce prétexte de décentralisation, on est plutôt en train de recentraliser les choses, puisque si on regarde les chiffres du marché de NFT, c'est un marché très 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 concentré. D'ailleurs, le marché du Bitcoin est encore plus concentré, donc on est vraiment avec très très peu de gens qui possèdent la plupart des assets de ces chaînes. On est aussi encore dans une phase très très précoce de l'utilisation de ces technologies qui sont donc encore très peu accessibles au grand public. Donc ceux qui sont aujourd'hui propriétaires de NFT, ceux qui sont aujourd'hui dans le métavers, sont plutôt des profils geeks ou des profils quand même très technophiles. Donc c'est pas du tout accessible à n'importe qui d'y aller facilement, même s'il y a des moyens de plus en plus ergonomiques pour y accéder avec des plateformes qui se connectent aux réseaux sociaux. Donc on pourrait s'imaginer, si demain on se dit on a une ville dans le métavers, on a notre mairie de Paris qui se lance dans le métavers, on peut voir ces personnes-là qui sont sur le toit, ce sont tout simplement peut-être nos grands-parents qui n'ont pas réussi à mettre leur avatar dans la queue pour attendre leur renouvellement du passeport, parce qu'on a quand même vraiment un gap d'usage très très important, donc on ne pourra peut-être pas emmener tout le monde dans le métavers. On a un problème de droit évident aussi, puisqu'on est sur du numérique, on est sur des choses qui sont facilement copiables. On revit, là encore une fois, un peu la même chose que dans l'arrivée des réseaux sociaux, dans l'arrivée du Web 2. Pour le Web 2, pour l'arrivée de YouTube par exemple, on se disait, bon, la musique, les images, c'est disponible sur Internet, donc je peux l'utiliser, je fais ce que je veux avec, c'est ma créativité. Donc, depuis, on a un petit peu changé les choses, on a recadré un peu les choses sur ces plateformes, mais dans les plateformes de NFT, on se relance de la même façon à l'utilisation extrêmement à l'esprit large de la propriété d'autrui. On a aussi un problème de sécurité, pas tant à cause de la blockchain, puisque la blockchain est très très sécurisée, mais plutôt, là, le point faible, c'est l'utilisateur qui n'est pas forcément encore assez mûr dans l'utilisation de ces technologies, qui peut facilement se faire avoir par des gens pas très bien intentionnés. On a toujours aussi un problème d'interopérabilité, puisque normalement, on l'a dit en introduction, si on veut parler d'un métavers, il faudrait que les différents univers soient interopérables et qu'on puisse librement se promener de l'un à l'autre, donc un petit peu comme si je pouvais me promener librement avec la même connexion de Twitter à Facebook, à Snapchat et avec le même avatar peut-être de préférence. Donc on est très 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 loin encore de cette interopérabilité dans le métavers. On a aussi peut-être un petit gap utilisateur modèle économique, parce qu'il y a beaucoup des métavers qui sont basés sur l'utilisation de NFT, qui sont donc, eux, rattachés à des crypto-monnaies. Donc les utilisateurs de ces univers sont très 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 jeunes. On a 83% des utilisateurs qui sont en dessous de 18 ans, et on ne peut avoir normalement un portefeuille de crypto qu'à partir de 18 ans. Donc en fait, on a un modèle économique qui est basé sur des cryptos, mais en fait, on a des utilisateurs qui ne peuvent normalement pas les utiliser.
Et on a bien évidemment aussi beaucoup parlé un problème d'impact environnemental. Donc on a justement la directive MICA qui aurait dû être votée il y a quelques semaines, qui a été repoussée pour prendre en compte toutes ces problématiques environnementales des futures blockchains. Et on a même un danger physique, puisque le téléviseur, paraît-il, est la première victime des casques de réalité virtuelle, parce que quand on est dans les univers virtuels, on peut très très facilement détruire l'objet du avant Web 1, même de l'analogique. Donc on est aujourd'hui, on l'a dit, on est aujourd'hui dans un Far West complètement décentralisé, donc c'est l'idée du Web 3 et c'est une idée très belle. Mais en fin de compte, même dans le Far West, on a fini par installer des shérifs. Donc, qui est-ce qui sera le shérif du futur métavers? Qui est-ce qui sera le shérif de la gestion des NFT? On le verra bientôt. On est quand même, malgré les problématiques de l'époque dans laquelle nous sommes actuellement, dans une phase de Roaring Twenties, dans les années 20. On avait de grands espoirs d'une nouvelle créativité qui se lance. On ne s'y retrouve pas vraiment avec une série de catastrophes qu'on vit actuellement. Mais peut-être que ce sera dans le métavers qu'on aura ce futur mouvement créatif, sachant que cela ne tient qu'à nous de décider si on veut un métavers ouvert ou un métavers fermé. Donc on l'a dit tout à l'heure, on a un projet de métavers français. Ou est-ce que cette fois-ci encore, on va faire comme dans le Web 2, on laisse toute la puissance, tous les tuyaux et toute la gestion de contenu à ceux qui étaient déjà les maîtres du Web 2. Donc bien évidemment, on aura besoin de force de travail et de créativité pour tout cela, et je pense que c'est le sujet de la table ronde qui va suivre ensuite. Et je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez donc, comme on a dit, retrouver le cahier en ligne. Merci, bonjour Cathy. Alors je dis bonjour, mais en fait on te suit quand même depuis un certain temps. Voilà, alors j'avais déjà moi des réflexions en t'écoutant. Bon, je crois que l'interopérabilité... écoute, en France on est assez bien armé pour ce genre de choses parce que, par exemple, VLC, je ne sais pas si on le sait, mais VLC c'est un viewer qui lit tous les formats vidéo et ça a été développé en France et à l'école centrale de Paris, voilà. Et donc on peut s'imaginer peut-être qu'un jour il y aura un viewer pour voir tous les métaverses et qui sera français. Alors j'aime bien ça parce que ça nous permet de lancer des tas d'idées et de faire de l'émergence de projets avec notre écosystème. Mais en t'écoutant, je m'interrogeais quand même. Gartner nous annonce en 2026, donc dans 4 ans, une personne sur 4 qui passera 1 heure dans les métaverses par jour. Tu y crois ? Personnellement, je suis un petit peu douteuse et je pense que peut-être Gartner a peut-être des actions dans Meta. En tout cas, toutes ces entreprises de conseil qui nous avancent des chiffres qui diffèrent beaucoup parce que selon la façon dont on se projette dans l'avenir, aujourd'hui, on est vraiment dans la courbe, tout au début de la courbe d'adoption de ces technologies. Donc, d'ici quelques années, de les avoir pour un quart de la population, je suis vraiment pas sûre. Oui, parce que moi, j'imagine aussi que les entreprises des secteurs des médias, les chaînes de télévision, par exemple, vont s'intéresser à ces sujets parce que finalement vos contenus aujourd'hui ils sont linéaires, diffusés une fois puis après on peut faire du replay, mais peut-être aussi qu'ils vont avoir une sorte de persistance parce qu'on peut imaginer des déclinaisons de ces univers. Je pense par exemple aux programmes jeunesse, pour être dans un exemple simple. Les programmes jeunesse, on pourra retrouver les univers avec des personnages qu'on aime bien dans leurs univers et puis finalement aller interagir avec eux, peut-être y retrouver des amis. Et finalement, tous ces jeunes qui, à moins de 13 ans, sont sur Roblox, ils vont peut-être finalement retrouver le chemin de la télé parce que
ils auront envie d'en savoir plus sur leurs personnages. Chez France Télé, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne pense pas qu'ils vont retrouver le chemin de la télé parce que ça c'est définitivement perdu, mais ils vont peut-être retrouver le chemin vers la plateforme de streaming pour regarder ce programme complet en partant de Roblox. Mais effectivement, pour nous, c'est vraiment une opportunité de s'adresser au public jeune. On a toujours cette problématique de suivre les évolutions technologiques et en ce moment on vit des évolutions technologiques tous les ans, on a des révolutions technologiques, donc c'est extrêmement compliqué pour une entreprise de médias de rester à jour de tout ceci. Et surtout le problème c'est que chaque génération a des usages différents, donc c'est pas comme si tout le monde allait, du coup, était dans le Web 2 sur les réseaux sociaux et tout le monde va maintenant dans le métavers. Donc on arrête les réseaux sociaux et on se met tous dans le métavers. Donc il faut vraiment qu'on maintienne en parallèle ces différents univers, ces différentes plateformes. Et donc peut-être demain, effectivement, il va falloir qu'on se lance dans des contenus dans le métavers pour faire vivre nos programmes auprès des plus jeunes. Parce que tout simplement, ils seront depuis longtemps plus sur la télé, mais parce qu'ils sont même plus sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ne vont pas forcément non plus sur France.tv, mais il va falloir qu'on aille les chercher là où ils sont, avec des contenus de qualité, donc des contenus de qualité qu'on a. Oui, alors bon, sur la télé, on est assez souvent, puisqu'on regarde ça sur un écran aujourd'hui, donc on est habitué à voir quelque chose dans des univers à plat, en 2D. Le film, c'est un support, c'était une pellicule, mais aujourd'hui, ça reste de l'image avec en XY, donc à plat. La très grosse évolution, justement, avec les métavers, c'est que finalement, on va se retrouver dans des univers 3D, donc pour être très clair, comme dans des jeux vidéo, connectés sur les réseaux, en temps réel. Alors, il faut savoir que c'est un long chemin, ça fait plus d'un quart de siècle qu'il y a le VRML, etc. pour créer ça. Donc c'est pas à 100% une nouveauté. L'évolution, c'est surtout lié à la capacité aujourd'hui des réseaux d'envoyer des images plus sophistiquées, avec des textures plus réalistes, de connecter des millions de personnes dans ces univers, ce qu'on retrouve aujourd'hui sur des plateformes de jeux comme celle de Fortnite. Donc ça c'était pas possible, c'est pas possible depuis très longtemps. Mais ça le devient de plus en plus. Tout à l'heure, tu disais, dans le concert, 12 millions et demi. Et ils ont fait après un concert, je sais plus, 6 mois après, avec 33 millions de personnes. Donc là, on sent qu'il y a des choses massives qui vont émerger. Et donc, on va avoir besoin de les fabriquer. Donc, aujourd'hui, on a déjà des premières générations d'outils qui permettent de faire du temps réel, et notamment certains studios, par exemple d'animation. Je poursuis toujours mon exemple, mais c'est aussi valable bien entendu pour les studios de jeux. Et on verra juste derrière, justement, on a une intervention avec un certain nombre d'écoles qui travaillent, qui forment des gens sur ces sujets-là. Donc on va de plus en plus intégrer ces choses-là. Et est-ce qu'on va, par exemple, demander des développements de contenu? Parce que là aussi, c'est des histoires qui ne vont pas se raconter de la même manière. Puisque jusqu'à maintenant, dans les contenus de télévision, on est dans des contenus linéaires. Et que là, on va se retrouver dans des contenus interactifs. Et est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, par exemple, est-ce que vous mettez en place une stratégie pour écrire par rapport à ces futurs contenus, ou peut-être tester des choses Et tester des choses. On est déjà en train de le faire puisqu'on a une entité à France Télévisions qui s'appelle le Story Lab, dans laquelle on fabrique déjà des contenus en VR, des contenus en AR. Donc on a déjà des contenus interactifs qu'on a testés, qu'on a fabriqués, qu'on a coproduits. Donc notamment le dernier qu'on a fait, c'était Lady Sapiens, qui a été fait vraiment avec un univers de jeu et dans lequel on peut revivre des expériences. Et pour nous, c'est vraiment le point le plus intéressant dans ces nouveaux univers, c'est l'interactivité, parce que c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de faire à la télé, ou de façon très très limitée. On l'a vu avec
avec la série sur Netflix qui a essayé de faire une sorte d'interaction dans la façon d'écrire une histoire pour que chacun puisse vivre sa propre aventure. Mais c'est quand même assez limité. On reste dans du 2D, on reste dans quelque chose d'assez mathématique. Donc là, c'est vraiment des compétences complètement nouvelles qu'on n'a pas forcément à l'intérieur de France Télévisions, qu'on doit appliquer pour raconter des histoires dans un univers 3D avec de l'interaction en temps réel même, puisque si on se dit qu'on veut interagir dans un métaverse, c'est en temps réel, donc il y a bien une personne quelque part avec son avatar qui interagit avec des gens. Donc c'est aussi une nouvelle façon de s'exposer, notamment aussi pour l'information, à nos publics, d'interagir en direct avec les publics. Donc on pourrait très bien s'imaginer des émissions politiques aussi dans le métavers. Ah oui, bah, de toute façon, et puis je crois même au moment des JO, vous aviez fait je sais plus, une sorte de plateau virtuel. Complètement. Donc là encore, une fois, donc on pouvait faire des premières expériences d'interactivité, puisqu'il y a des mini-jeux dans ce petit début de métavers qu'on a fabriqué autour de Stade 2. Donc on peut faire des jeux dedans. On pouvait faire une conférence de presse virtuelle, donc en invitant un certain nombre de journalistes. Et là encore, donc normalement on ne serait pas limité. On pourrait très bien inviter 300 journalistes au lieu d'en avoir 20 dans une salle. Donc on a testé effectivement un premier élément du métavers avec cette expérience Stade 2. Donc vous testez, en fait, vous décryptez déjà pour vous et pour essayer de vous projeter dans le futur. Et c'est très rassurant, on se dit quand même, les chaînes publiques françaises aujourd'hui ont toute une démarche, ont un laboratoire. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour tout cet éclairage, parce que je crois qu'il faut qu'on passe le relais pour la table ronde suivante, qui est d'ailleurs un peu un enchaînement direct à cet échange, puisqu'on va comprendre comment ils voient le futur pour former les jeunes à la création. Et on sait aujourd'hui qu'un certain nombre d'entreprises ont annoncé d'ailleurs des recrutements phénoménaux. Il y en a une, je ne me rappelle plus le nom, mais elle est américaine, je crois bien, qui disait je vais aller chercher 10 000, j'ai embauché 10 000 jeunes en Europe. Je me dis, waouh, si on veut que nos studios de jeux et nos studios d'anime ou d'effets spéciaux continuent à avoir des jeunes en recrutement, il va falloir, je ne sais pas, soit en former plus ou... Voilà. Bon, merci beaucoup Cathy pour toute ta présentation, c'était bravo. Merci. Et donc, voici la table ronde à suivre qui va être modérée par Orit Kout de l'équipe de Cap Digital et qui va nous présenter les 4 intervenants. Merci, merci beaucoup Stéphane, merci Cathy pour ces... je vais m'installer, on va chacun s'installer à notre place, on va avoir une petite transition, voilà, le temps qu'on s'installe. Orit, effectivement, je travaille moi sur les industries créatives et culturelles chez Cap Digital avec Stéphane notamment, j'espère que tout le monde m'entend. Et merci beaucoup Cathy pour cette super keynote. Ce qu'on retient effectivement, comme a dit Stéphane, c'est qu'il va falloir créer ces métavers et qu'on a donc besoin de talent pour le faire. Et on a de la chance qu'en France, qu'on a en fait des écoles leaders dans le domaine de l'animation, des jeux vidéo, de la création visuelle en général. Comme l'a dit Antoine en introduction, il y a Meta, je sais que c'est peut-être pas le bon exemple, qui va recruter d'ici 5 ans plus de 10 000 personnes, mais on peut imaginer effectivement qu'il y aura d'autres métavers et que donc ces recrutements vont aller en grandissant. Et on voit effectivement des écoles qui sont en train de se positionner là-dessus. Donc on va en discuter avec donc mes 4 intervenants. Il y en a 2 qui sont in real life, comme on dit, avec moi. Tout au bout à droite, Arnaud Lacaze, Mas Monteil, qui est enseignant-chercheur à l'école Les Gobelins, voilà. J'espère l'école de l'image. Ils présenteront chacun un petit peu leur école, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc à la direction de la recherche et de l'innovation. Franck Petita au centre, bonjour. Bonjour, directeur général de l'école Georges Méliès, qui le présentera également rapidement. Et puis en duplex, nous avons donc à Montpellier Dominique Perronnet, directrice du campus Artifix, donc à Montpellier, et à Angoulême, Axel Buendia, directeur général donc de l'École nationale du jeu et des médias interactifs numériques, donc l'ENJMIN. Bienvenue et merci d'avoir accepté de participer à cette table ronde.
Donc sans transition, Axel, je vais commencer par vous. Première question. Alors oui, juste pour terminer, si on a le temps, on prendra quelques questions du public. Je vais regarder dans mon téléphone à la fin. Je vous demanderai juste de mettre vos questions dans l'onglet questions. Et si on a le temps, j'essaierai de prendre une ou deux questions à la fin de cette table ronde à poser à nos intervenants. Donc moi, j'ai une première question qui est assez simple. Quelles compétences on attend, comment on forme en fait des personnes qui veulent créer des métaverses? Quelles compétences on attend? Qu'est-ce qu'on attend en termes de compétences? Qu'est-ce que vous enseignez, si vous enseignez dans votre école déjà, pour que vos étudiants puissent voilà, sortir et se dire bah voilà, demain je vais participer, créer une bulle de métavers? Eh bien, je vais rapidement présenter l'école. Je vais être très bref. Le CNAM Engmin, donc l'École nationale du jeu vidéo du CNAM, du Conservatoire national des arts et métiers, est située à Angoulême et est soutenue par Magélis. Elle propose plusieurs formations autour des technologies et des métiers des jeux vidéo, et plus particulièrement de la production de jeux vidéo. On a notamment un master en partenariat avec une équipe court qui regroupe pratiquement les métiers de la production, des projets jusqu'au UX, expérience utilisateur. On a un master en partenariat pour tout ce qui est jeux vidéo aussi. Donc, je salue mon collègue. Et on a une école d'ingénieurs du CNAM en apprentissage qui se concentre sur les développements informatiques des technologies de jeux vidéo, mais à viser d'autres industries. Donc on y travaille chez Thales, chez Airbus, chez plein d'autres domaines. Avec la digitalisation et les digital twins, ce sont des technos qui sont assez à la mode. Et enfin, une licence en informatique en apprentissage qu'on a ouvert il y a 2 ans, voilà, pour s'adresser à un public post-bac, qui était important pour nous. Donc le métaverse, qu'est-ce qu'on enseigne? Tout d'abord, ce qu'il faut bien, à mon avis, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est pas une révolution en termes de compétences. Les métaverses sont des univers persistants virtuels, on en a déjà parlé, avec potentiellement une interface en VR, mais pas seulement, hein, c'est pas obligé. Je pense que le futur sera plein d'interfaces différentes pour accéder à nos métavers. Mais il faut voir que dans les jeux vidéo, toutes ces technologies, elles sont déjà pas mal au point. On a cité plusieurs, hein. Il y a pas mal de jeux qui regroupent aujourd'hui des millions de joueurs en ligne, ou des centaines de milliers de joueurs en ligne, simultanément dans des mondes ouverts, persistants. Voilà, donc il y a eu cité Fortnite, mais aussi EVE Online. Enfin, il y en a pas mal. EVE Online, c'est plus persistant, plus l'histoire se déroule, c'est très intéressant. Donc la VR, le côté VR, c'est également un côté qu'on maîtrise bien dans la production de jeux vidéo. Ça fait longtemps qu'on fait des jeux en VR. Donc finalement, ce buzz de métavers, c'est un peu, j'espère qu'on va assister à une démocratisation de ces métavers, qui date, hein, on l'a déjà cité aussi depuis plus de 20 ans. Donc démocratiser les métavers, c'est aussi démocratiser la création d'univers. Et donc je pense que ça va aboutir à un rapprochement avec d'autres métiers qui sont aujourd'hui assez loin du jeu vidéo, comme par exemple les sociologues, pour bâtir des sociétés originales. Donc c'est l'occasion d'expérimenter des choses, le métaverse aussi, sans coût fort pour la société en général, avec des économistes pour créer des nouveaux modèles économiques. Là aussi, on a quelques expériences qui ont été faites sur des jeux massivement en ligne actuels. Mais les métavers, c'est vraiment la démocratisation de tout ça et l'accès de toutes ces compétences et de toutes ces technologies à un public plus varié. Et donc en termes de compétences, ben on reste assez proche de compétences qu'on retrouve dans la production de jeux vidéo. Donc que ce soit des compétences à la fois réseau, mais aussi serveur, persistance. Donc il y a toutes ces contraintes, hein, liées au réseau qui sont très importantes pour les métaverses, qui regroupent des milliers, des centaines de milliers, millions d'utilisateurs. Alors souvent pas dans le même lieu virtuel, mais ça peut. Donc il y a pas mal de contraintes assez fortes de ce côté-là. Accentue aussi la prise en compte de la communauté, donc c'est des choses qu'on fait déjà beaucoup dans le jeu vidéo, la communauté des jeux, comment les joueurs sont pris en compte, comment leurs desiderata sont pris en compte. Mais là, on pousse ça encore plus loin, c'est un espace fantastique de collaboration, le métaverse, donc on peut imaginer laisser les utilisateurs, les utilisatrices se réapproprier les espaces, les univers, les métaverses, pour pouvoir créer des choses ensemble, pour pouvoir réaliser des choses, collaborer, partager, échanger. Donc là aussi, il y a une potentialité encore plus forte que celle qu'on pourrait trouver par Internet, puisqu'on pourrait se voir, à un échange de la parole plus simple. Donc ça, c'est vraiment des enjeux assez intéressants. Et puis on peut construire des objets virtuels ensemble, on pourrait construire des choses ensemble. Et donc je pense que c'est aussi, ça va dans le sens de ce qu'on voit apparaître aussi dans les jeux vidéo aujourd'hui, enfin il y a déjà quelques années, c'est redonner le pouvoir aux gens, aux joueurs et aux joueuses, pour qu'ils puissent s'exprimer au travers du jeu et pas seulement être
des joueurs interactifs ou des jeux interactifs, mais vraiment acteurs de leur propre création et actrices de leur propre création. Et donc, dans ce sens-là, travailler sur l'ergonomie, encore plus que ce qui est fait dans les jeux vidéo aujourd'hui, pour pouvoir permettre aujourd'hui à des joueurs et des joueuses de créer leurs propres univers métaverses et de pouvoir s'exprimer dans cet fantastique espace de création. Et puis bien sûr, ça va développer ce qui est déjà pas mal utilisé dans les productions de jeux vidéo, mais tout ce qui est génération procédurale, donc ce sont des compétences assez techniques, mais qui permettent d'automatiser la génération d'univers très vastes, puisque évidemment le coût de production des univers vastes est très important. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir homogénéiser, accélérer et faciliter cette création. Donc pour résumer, je dirais qu'il n'y a pas à mon sens, il n'y a pas de révolution dans les compétences. Ce sont des compétences qu'on enseignait déjà. On était très sensible au CNAM Engmin à tout ce qui est transversalité et connexion avec d'autres métiers. Donc ça va permettre d'accentuer encore et de légitimer encore ces passerelles. Et puis, je pense que tout ce buzz autour des métaverses va permettre de démocratiser les plateformes technologiques qui aujourd'hui sont encore assez complexes, même si elles marchent, elles restent assez complexes. Et donc de pouvoir permettre à des gens ou des écoles, nous on a créé notre propre métaverse, il n'est pas encore accessible au public, mais voilà, avec des technologies du marché. Mais de permettre à des gens de créer leur métaverse et de créer des espaces d'expressivité et de coopération. Alors justement, moi, quand on a préparé cette table ronde, on m'avait parlé d'une formation que vous allez lancer cet été, il me semble, avec des étudiants donc de l'Engmin et puis d'autres écoles, où ils vont justement créer une bulle de métaverse. Si vous pouvez juste donner un peu plus de détails sur cette Tout à fait, c'est un atelier qu'on a en commun. Oui, c'est un atelier qu'on a en commun avec l'ESI, l'École européenne supérieure de l'image, qui se situe aussi à Angoulême. Et donc l'idée, c'est de mélanger nos étudiants et étudiantes qui sont plutôt dans la production, même s'ils sont artistes, ils sont aussi dans la production, avec les étudiantes et les étudiants de l'ESI, qui eux sont plutôt encore plus artistes que les nôtres, pour justement arriver à qu'est-ce qu'on peut faire des métaverses, qu'est-ce que ça a un sens. Aujourd'hui, on voit les annonces qui sont faites sont très marketing, je dirais. On voit des salles de réunion, on voit des concerts, on reste dans des choses qu'on voit déjà dans la réalité, dans notre vraie vie. On duplique des modèles qui existent déjà dans notre vraie vie. Et là, l'idée, c'est d'expérimenter des choses nouvelles, laisser libre cours à l'imagination. Qu'est-ce que peut permettre les univers virtuels dans lesquels on peut changer les lois de la physique, on peut changer les lois de l'économie, on peut changer plein de choses. Les ressources sont quasiment illimitées. Donc, tout ça, ça change fondamentalement les modèles qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés. Et donc, qu'est-ce qu'on peut exprimer dans ces univers virtuels? Et donc, l'idée, c'est de laisser la main à des créatifs pour qu'ils puissent s'exprimer et proposer au public des bulles de métaverse originales. Voilà. Eh ben, on attend de voir effectivement ces premières bulles. Merci Axel. Je vais passer à une autre question pour Dominique. Alors on a commencé à en parler un petit peu. On a l'impression qu'avec les metaverse, il y a tout en fait, c'est pas que le monde virtuel, il y a tout un système économique un petit peu. On a vu avec les NFT, etc. Et je me posais la question dans votre école. Vous m'avez dit qu'effectivement il y a cette question d'hybridation de compétences qui est importante. Vous êtes dans une école plutôt sur les effets spéciaux. Je sais vous êtes en train d'ouvrir une école qui sera plus sur le cinéma, mais justement sur le nouveau cinéma. Donc, vous me parlez un petit peu de ces évolutions et ces hybridations qu'on voit effectivement naître avec les metaverse. Comment vous la vivez à Artefix? Et vous pouvez présenter quelques mots Artefix, bien entendu, avant de répondre. Bonjour à tous. Alors, je vais présenter un petit peu l'école. Donc, Artefix, c'est une école supérieure des métiers du cinéma, des effets spéciaux, de l'animation et des jeux vidéo. Donc, nous sommes déjà dans toutes ces compétences. C'est une école indépendante, Artefix, et ce qui est important pour nous, on essaye de développer aussi des valeurs fortes. On travaille sur une pédagogie qui est basée sur la coopération. On encourage la créativité, la curiosité, l'excellence. On a des cursus qui se déroulent sur 5 ans. Donc, ça nous permet à la fois d'avoir une solide acquisition de compétences, mais on essaye aussi de mûrir des vrais projets professionnels. Et nos étudiants, on va dire, acquièrent non seulement des compétences techniques et artistiques, on essaye aussi de les amener sur une vision de carrière à long terme et de la capacité à développer une carrière. Aujourd'hui, nous avons 3 campus basés à Montpellier, à Lille et à Enghien. Et effectivement, nous ouvrons l'année prochaine l'école 24 sur le campus de Lille, qui est une école du nouveau cinéma, des nouvelles écritures. On est tous conscients que l'industrie, elle évolue fortement. On assiste à une révolution des
des métiers, à une convergence des métiers entre les outils de jeux vidéo, l'écriture non linéaire, les écritures voilà, interactives, les nouvelles écritures. Et notre objectif, il y a une évolution aussi de la production, de la diffusion. Et notre objectif, c'est d'anticiper ces évolutions, de décloisonner les connaissances et les compétences, et bien évidemment de former nos étudiants à ces technologies de demain. Enfin, je dirais même pas de demain, c'est déjà actuel. Voilà pour la présentation d'Artefix. Pour le premier point de votre question sur le métavers et l'hybridation des compétences, je rejoins Axel Buenda sur le fait que pour nous, venant des métiers du jeu vidéo, du cinéma et du cinéma d'animation, c'est pas une révolution dans les compétences. Nos étudiants, ils sont sensibilisés dès le début de leurs études au développement de compétences hybrides, à la capacité à travailler sur des projets pluridisciplinaires. On a une pédagogie qui est basée sur la transversalité. Ils abordent l'ensemble des disciplines artistiques, mais aussi des technologies les plus avancées. On voit les effets spéciaux, la programmation, le jeu vidéo, l'interaction, la VR, la XR. Et ils abordent tous ces points avant, bien évidemment, de développer des hard skills, des spécialités. Et puis, on a aussi un autre phénomène, c'est que la diversité des profils qui sont liés aux différentes filières que nous proposons, que ce soit la 2D, la 3D, les effets spéciaux, le cinéma, le jeu vidéo, ça nous permet aussi de développer, et on favorise cela de plus en plus, des projets collaboratifs entre filières où on mêle justement les écritures, les technologies, les supports de diffusion pour aller dans le sens de ces convergences de nos métiers. Donc je dirais que nos étudiants, depuis déjà longtemps, ils abordent l'ensemble des processus présents dans les productions numériques. Et notre objectif, c'est de développer chez eux une vraie agilité dans le travail et une capacité à travailler en groupe et sur une grande diversité d'outils et de supports. Et l'objectif pédagogique, il est vraiment de développer une intelligence collective au service d'un projet et de préparer à cette diversité, à cette pluridisciplinarité. On essaye aussi dans l'école d'être un laboratoire d'expérimentation. On a la chance d'être dans une école et on n'a pas d'enjeu économique comme on peut l'avoir dans l'industrie, donc on peut être un laboratoire d'expérimentation, d'innovation, de technologie, et on développe, nous, des partenariats avec des studios, avec France TV, avec le studio Bizarroid, par exemple, sur des technologies XR, sur les panneaux LED, ce qui permet à la fois aux entreprises de pousser des projets dans l'école et nous, à nos étudiants, d'accéder aussi à ces technologies que seuls à l'école, pour des raisons de coût, on ne pourrait pas acquérir. Je prends l'exemple des panneaux LED dans le cinéma, les fonds verts, on sait que c'est quasiment terminé. Et voilà, on peut développer ça dans l'école grâce à ces partenariats. On essaye aussi de travailler la convergence du temps réel, on en a déjà parlé. Les technologies de temps réel qui viennent du jeu vidéo apparaissent aussi dans le cinéma. Donc on est déjà dans cette appréhension-là et cette mixité de technologies. Effectivement, on a... par rapport... Ouais. Pardon. Allez-y. Je laisse terminer. Non, effectivement, il y a une révolution technologique, comme vous dites, sur le temps réel, puisque en fait, c'est ce qui est utilisé dans les jeux vidéo quand on parle de Unreal et de Unity, c'est ces moteurs de jeu qu'on utilise maintenant, en fait, dans le domaine du cinéma également. Et donc là, il y a une vraie révolution. Je vous laisse... Il y a une révolution en termes de prévisualisation, c'est-à-dire qu'un réalisateur aujourd'hui peut très vite voir ce que va donner son film, vu qu'on peut projeter les décors temps réel faits sous Unreal ou Unity directement, non pas sur un fond vert, mais sur des panneaux LED. Donc on voit le résultat de la scène, les lumières sont connectées, les lumières de captation live peuvent être connectées dans l'outil de temps réel. Donc il y a vraiment une amélioration des process de production. On a des doubles 3D, des body double sur lesquels on utilise de la motion capture en live et on peut vraiment avoir une souplesse, on va dire, des systèmes de production qui aujourd'hui arrivent dans le cinéma et de technologies qui viennent du jeu vidéo. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille déjà actuellement dans l'école depuis quelques années et qu'on va continuer à développer. Et puis après, par rapport à
moi, je pense qu'il y a un point de vue aussi qui est important à aborder par rapport au système économique du métavers. On a vu, on en a parlé, et au métier. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on est encore dans de la spéculation? Quelle est la définition exacte? Est-ce qu'on est l'objectif? Est-ce que c'est du Ready Player One, par exemple? On a vu dans le passé, moi j'ai testé il y a des années Second Life et on était loin de... C'était déjà un premier métavers, mais on était loin de ce qu'on projette aujourd'hui. Donc moi je pense qu'il va y avoir une évolution de l'interaction sociale, mais comme pour la VR, moi j'ai fait partie des gens qui ont testé les premiers casques VR il y a de nombreuses années, il va y avoir des paliers qui vont être liés à la technologie, on va dire, et à la capacité à générer des univers réalistes. Quelle échéance on va avoir, on n'en sait rien. On travaille déjà sur l'immersion. Pour moi, il y aura toujours de la narration, du storytelling, de l'interaction, hein, et là on est proche du jeu vidéo, et de plus en plus de convergence, mais les problématiques métiers seront toujours les mêmes. On va avoir un problème de définition de contenu, de qualité de contenu, on va avoir de la R&D, du développement, de la production d'assets, de la gestion de data et de la gestion de projets. Mais je pense que voilà, là-dessus, il y aura des évolutions, mais on a déjà ce cadre-là aujourd'hui. Par contre, ce qui est intéressant d'aborder, moi je pense que c'est la question du changement du modèle économique. Aujourd'hui, concrètement, 90% de nos étudiants sont engagés dans des studios de production, hein, sous des statuts divers en fonction des pays. Mais avec la logique économique du métaverse, je pense avec la logique du store, en fait, hein, tout simplement, que les métiers vont peut-être évoluer vers plus de la production d'assets, en tout cas pour ce qui concerne le graphisme, les animations, et qu'on peut se poser la question qu'on s'est posée déjà dans le jeu vidéo, d'un B2C, c'est-à-dire une production directe au consommateur, et aujourd'hui, moi, je dirais du F2C, c'est-à-dire est-ce que ça va être du freelance directement au consommateur. Donc, il va y avoir une évolution de la contractualisation du travail, en fait. Donc, on peut avoir des craintes sur un risque d'uberisation de la profession. Je pense que c'est des sujets qu'on peut soulever aussi. Nous, en tant qu'école, on ne peut pas adopter de posture de juge par rapport à ça, mais notre responsabilité, elle va être de toujours assurer la bonne insertion professionnelle des étudiants et du coup, de les former à cet aspect-là. Et il faudra, moi je pense, améliorer nos formations en y ajoutant un aspect, l'aspect économie du freelance, comment on gère une carrière freelance, comment on markete son travail, l'aspect juridique, l'aspect contractuel, bien évidemment, comment on communique, et puis d'aborder aussi ces notions de rareté digitale avec les NFT, comment on se positionne par rapport à tout ça. Donc, tous ces enseignements marketing, économique design qu'on a déjà vu dans le jeu vidéo aussi, avec tous les micro-paiements, ce genre de choses, je pense que ça, on va le développer dans les années qui viennent et que ça va être très, très important d'avoir une stratégie de communication digitale sur son propre travail si ce type de statut évolue. Et nous, à Artefix, on envisage dans le futur de développer ce type de cours, mais aussi d'avoir l'intelligence de développer des partenariats avec des écoles de business, avec des écoles de marketing, pour vraiment pouvoir affiner précisément ce type de formation pour nos étudiants. Merci beaucoup Dominique, c'est très intéressant. Je vais rebondir un peu ce que vous avez dit, ce qu'a présenté aussi Cathy tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on arrive dans une économie de créateurs, hein, effectivement, où chacun va créer son NFT. Il y a donc toutes ces compétences en plus à acquérir. On peut se poser aussi la question des métiers. Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui vont naître finalement avec les métavers? Ça, c'est une question que je vous pose, Arnaud. Justement, parce qu'à Gobelin, vous êtes très très proche avec la CCI des entreprises. Hein. Est-ce que les entreprises, est-ce que ils ont déjà des besoins pour les métavers? Est-ce que des entreprises viennent vous voir, est-ce que je veux créer mon métaverse? Mon métaverse en anglais. Et est-ce que vous pouvez me former, une promo autour de ces sujets? Comment ça se passe? Est-ce que vous voyez cette évolution ou pas du tout? Alors, ma réponse sera peut-être un peu mitigée sur ce point-là. Donc, Gobelin, en quelques mots, c'est 1200 élèves, dont à peu près 20% d'internationaux. C'est une école qui est organisée aujourd'hui autour de différentes filières. Le cinéma et l'animation, bien sûr, la photo et vidéo, le design graphique et le motion design, la
la communication imprimée et plurimédia, c'est aussi dans notre champ d'activité, le design interactif et UX design, et puis le jeu vidéo. Et comme vous l'avez rappelé, Aurit, nous sommes une filiale de la Chambre de commerce régionale Paris-Île-de-France. Et à ce titre, alors je pense que c'est un souci que mes collègues des autres écoles partagent, mais on a une sensibilité toute particulière et une préoccupation toute particulière sur l'employabilité de nos apprenants, que ce soit en formation initiale dont j'ai parlé, mais aussi en formation professionnelle et continue, puisque c'est aussi une activité importante de notre école. Et que chez nous, si je puis dire, le taux de placement à 6 mois, c'est un indicateur clé stratégique pour l'école. Alors je partage l'idée qu'ont exprimé Axel comme Dominique, que on n'est pas dans des sujets très très nouveaux, ni dans des métiers très très nouveaux en définitive. Ça fait longtemps que les questionnements, que les process de production dans des univers immersifs, c'est notre quotidien. Moi je peux prendre même quelques exemples dans notre actualité très immédiate. Au moment où on se parle, vous avez le salon du livre à Bologne. On a là-bas une quarantaine ou une trentaine de nos élèves de la licence professionnelle de notre filière communication imprimée et plurimédia qui présentent, en partenariat avec un éditeur de livres jeunesse français important, qui présentent des concepts de livres de jeunesse augmentés ou enrichis par une expérience métaversique. Il y a encore quelques semaines, nos élèves du bachelor de design interactif travaillaient en collaboration avec le musée d'Orsay sur des prototypes de médiation culturelle dans des expositions du musée d'Orsay, et nos élèves de jeux vidéo travaillaient en collaboration avec un service d'un hôpital parisien sur les sujets liés à la préparation pré-anesthésique du patient pour faire en sorte de réduire le niveau de stress, et notamment avec des dispositifs d'expérimentation liés à des expériences en augmenté, en immersif, etc. Donc tout ça n'est nouveau pour personne, ça a été dit, je crois, assez largement. Ce qui est peut-être nouveau, c'est effectivement un certain nombre alors c'est cette idée d'une persistance, peut-être même d'un continuum. On a parlé d'interopérabilité. Je pense que c'est un point important. Simplement, on a en commun nous quatre, si je puis dire, d'être des écoles qui sont orientées sur la création. Et au fond, quand on me demande qu'est-ce que vous apprenez à vos élèves à Gobelin, et je crois que c'est la même chose dans nos autres écoles, en définitive, on apprend à nos apprenants à raconter des histoires, que ce soit par la photo, que ce soit par le cinéma, que ce soit par le logo ou l'affiche, ou que ce soit par des expériences immersives interactives. On raconte des histoires. Et pour nous, les métaverses, pour autant qu'ils arrivent, pour autant qu'ils soient appropriés, etc., ce ne sont rien d'autre que des médias ou des lieux d'expression nouveaux, supplémentaires pour nos créatifs. Cool. Cool, du moment que, et je partage l'interrogation de Dominique sur ce point-là, cool pour autant que le partage de la valeur dans ces expériences-là contribue à rémunérer correctement les créatifs et les créateurs et ceux qui vont raconter ces histoires. Mais ce qui est certain, c'est que là-dessus, je vais exprimer un propos un petit peu dubitatif, si je puis dire, par rapport aux promesses qui nous sont faites par rapport à la démocratisation, comment dire, au fait que tout le monde demain va pouvoir devenir un créatif, etc. Je vous rappelle que c'était la promesse de YouTube il y a 15 ans, et qu'on a vu quoi? On a vu 98% de production, allez, qualifions-les de médiocres. Ok, tout le monde peut s'exprimer. Est-ce que tout le monde est talentueux? Est-ce que tout le monde sait raconter des histoires qui intéressent les autres? On le sait bien, il y a des gens qui racontent des histoires drôles et qui font rire, et d'autres qui racontent des histoires drôles qui ne font rire personne. Et ça s'appelle du talent.
laisser penser, si je puis dire, que les technologies de demain vont nous permettre à tous de vendre pour des millions de dollars des contrats numériques dont on a compris qu'ils étaient quand même relativement, si je puis dire, intangibles, comme leur nom l'indique, je pense que c'est dangereux. Donc notre vocation, notre mission à nous, école, elle est toujours la même, elle est inchangée, elle est de former des créatifs avec les bonnes méthodes, les bons outils pour continuer de faire rêver le monde, et encore une fois, peu importe que ce soit dans des mondes réels ou dans des mondes virtualisés. Ouais, merci beaucoup Arnaud. Effectivement, il y a cette question du droit d'auteur, j'ai envie de dire, qui va se poser, qui se pose déjà sur les métaverses avec les NFT, etc. Ouais, en disant que le droit d'auteur et le partage de la valeur, c'est-à-dire de dire, parce qu'en définitive, ce à quoi on peut assister, malgré tout, c'est quand même à la multiplication. Enfin, peut-être pas la multiplication, mais en tout cas l'émergence, et encore une fois, elles existent déjà pour certaines d'entre elles. Stéphane parlait de l'arrivée des métaverses, mais en définitive, Fortnite, pour moi, il y en a plein d'autres qu'on a donné des exemples, sont aujourd'hui des lieux dans lesquels ont lieu des expériences qui sont et matures, quoi. Tout ça, ça marche bien. L'audience reste et restera, et je crois qu'elle a toujours été, et ça restera le facteur clé. C'est-à-dire vous pouvez faire ce que vous voulez du moment que vous arrivez à rassembler une audience. La force de Netflix, c'est d'avoir des programmes qui font qu'il y a une audience et que les gens disent oui, je suis prêt à payer pour aller sur Netflix. Et si demain ça s'appelle Metaflix, parce que ils ont développé, d'ailleurs, ce qu'ils le font déjà, ça a été annoncé, et ils ont aussi des objectifs très ambitieux dans le domaine du jeu vidéo. La plateformisation va probablement continuer, y compris dans les métaverses, et je pense que les sujets de souveraineté, de gouvernance liés aux métaverses qui ont surgi là dans le débat politique ces derniers jours sont pas anodins. C'est un vrai sujet. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte, ça a été dit, que ce soit pas les GAFAM ou les Natu ou les etc. qui reprennent la main, quoi. Effectivement, ouais, c'est un sujet important et c'est un sujet connexe à celui de la souveraineté des GAFAM. C'est effectivement le type de métaverse qu'on va avoir. Vous êtes en train de former la prochaine génération. On dit que la génération Z, c'est celle qui va donc vivre dans les métaverses. Il y avait ce chiffre de 25% des personnes qui partiraient, qui seraient une heure tous les mois, c'est ça, dans les métavers. Donc par jour, pardon, même, ou même pire, ouais, par jour. Voilà, donc quand on passe une heure par jour dans les métavers, il peut y arriver des choses. Alors ça, c'est intéressant. J'avais lu un article qui a eu la première agression dans un métavers il n'y a pas très longtemps. Donc on peut se faire agresser dans des métavers, on peut se faire, voilà. Il peut arriver aussi des choses assez problématiques. Les métavers, c'est aussi un impact environnemental, comme on a vu. Donc il y a toutes ces questions un peu éthiques autour des métavers qui se posent. Pour avoir un métavers divers, il faut aussi diversifier la formation. Je sais que dans les jeux vidéo, il y a des problématiques. Pendant très longtemps, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans l'industrie du jeu. Donc toutes ces questions, voilà, de diversité, d'inclusion, d'éthique, etc. Je sais que c'est très important donc à l'école Georges Méliès. Vous êtes une association Loi 900 à but non lucratif, et justement je voulais en discuter avec toi, Franck, aussi, plus précisément comment tu te positionnes sur ces sujets. Et tu vas présenter dans ton école, mais voilà, sur ces questions un peu éthiques autour du métavers, des métavers. J'ai pas envie de couper la dynamique ni de me fâcher avec qui que ce soit, mais par contre, en fait, j'ai créé cette école il y a 23 ans, en 1999, dans un lieu où Méliès a fini sa vie, donc c'était le père du cinématographe. Je pense que c'est à propos aujourd'hui de remettre ça dans le contexte. On s'est donné une ligne directrice avec un état d'esprit qui est très particulier, qui est en fait orienté sur le compagnonnage, parce que je suis moi-même issu du compagnonnage, et ces valeurs de transmission et de tradition qui sont portées par le compagnonnage, c'est des métiers aujourd'hui qui ont été un peu bafoués, un peu à cause ou grâce au numérique, un peu mis de côté. Alors nous, on a eu de cesse d'essayer de recréer des liens entre ce monde de la tradition, de l'académie, de la reconnexion au vivant. Donc c'est sûr que là je vais me faire engueuler par tout le monde. Aujourd'hui je pense que rien que de mettre ce genre de choses dans les mains d'un jeune de moins de 15 ans, c'est juste, en fait, on peut comparer les parents en fait à des dealers de drogue. On lui donne accès à n'importe quoi. Alors comment on contrôle ça, comment on s'y met?
Et là, je suis juste sur le smartphone. Parlons des métaverses. D'un point de vue immersif, moi je me suis vu monter sur une Formule 1 chez des amis avec qui on est en train de faire un partenariat, et j'ai mis un casque sur les yeux et j'étais sur une voiture Vérin qui m'a fait aller sur un circuit de course pour rencontrer en fait qu'est-ce que c'était que de conduire une voiture sur en fait au bout de 2 secondes j'ai failli en fait vomir hein, quoi. Voilà. Donc comment on fait d'un point de vue éthique pour pouvoir remettre au cœur de l'enseignement en France, et qu'est-ce qu'on fait pour être attentif à ces choses-là? Parce qu'aujourd'hui, parler en fait des technologies qu'on utilise pour fabriquer des films d'animation, des effets spéciaux, du jeu vidéo, chez nous, c'est simple, en fait, on forme des artisans de l'image. Un artisan de l'image, c'est celui qui est en mesure de travailler sur toute une chaîne de fabrication, quelles que soient les techniques. Donc autant avec de l'animation 2D à la main, 24 dessins pour une seconde d'animation, que des films en marionnette avec la stop motion, donc des vraies caméras, des vrais éclairages, de faire de la motion capture ou de l'image de synthèse. Et tout ça, aujourd'hui, bien sûr, de le faire en temps réel, dans un environnement qui est Unreal ou Unity, qu'importe. Mais, qu'importe, aujourd'hui, l'aventure qu'on peut faire dans un métaverse, et on l'expérimente à Méliès avec nos étudiants, on est avec des personnages photoréalistes dans Unreal. Tout ce qu'on a essayé de mettre en place avec les partenaires et les sociétés qui sont partenaires, ça représente près de 128 spécialités, 128 professionnels sur une année de cours qui viennent transmettre leur savoir. Donc je dirais que c'est un creuset expérimental, une école, normalement, pour pouvoir amener le meilleur de ces professionnels, sur le plan narratif, on l'a dit, sur le plan de la direction artistique qui est choisie. Si on est photoréaliste, on n'est pas à la manière de Disney. Sur le plan technologique, bien sûr, donc d'être en phase avec ce qui se fait déjà de meilleur. On avait un représentant de France Télévisions tout à l'heure, bien évidemment, qui se pose ces questions-là. Bien évidemment qu'ils sont en train d'essayer de créer en fait, des dynamiques dans leur lab pour qu'ils ne soient pas à la traîne. Et ils ne sont pas à la traîne, France Télévisions. Et en fait, qu'est-ce qu'on a essayé de faire, encore une fois, c'était de rassembler ces professionnels, les 128 professionnels sur une année de cours différents, mais aussi des différences chez les jeunes qui vont rentrer dans nos écoles. Tu as parlé de l'équilibre homme-femme dans le jeu vidéo. Chez nous, ça représente 74% de filles dans le secteur qui viennent chez nous à Méliès, ce qui est juste énorme en proportion à ce qu'on peut avoir dans la plupart des écoles. Mais on ne l'a pas voulu. C'est tout simplement pourquoi? Parce qu'on a reconnecté nos jeunes au vivant, à représenter le monde vivant, le corps humain, les végétaux, les minéraux et les animaux. Et de là, quand un créatif se repositionne sur ce genre de choses, c'est juste inévitable quand on fait de l'animation 2D. Mais ça va être un peu moins inévitable quand on rentre dans un univers qui est complètement en image de synthèse. On peut, je dirais, laisser de côté ce côté traditionnel, ou de reconnaissance, ou de reconnexion au vivant. Et c'est véritablement ça la vraie ressource. C'est la ressource du vivant pour les reconnecter à la vraie vie. Donc, il faudra faire attention d'un point de vue éthique, pour revenir à cette question fondamentale. Je pense que ces jeunes ne soient pas déconnectés du vivant, mais puissent travailler et continuer à créer des images, des univers et surtout des histoires interactives, des expériences interactives, des concerts, voilà, une formation aussi, le learning en fait en ligne avec des casques, ça se pratique déjà. Notre partenaire France Immersive Learning le fait déjà, l'a déjà appliqué. On peut aller visiter la pyramide de Khéops avec un sac à dos ordinateur sur le dos, complètement en immersion, avec notre collègue qu'on voit à côté, et parler avec lui et le présentateur ou l'expérimentateur de ce qu'on est en train de vivre dans Khéops. C'est juste extraordinaire. Mais s'en servir pour acquérir en fait un savoir-faire, c'est formidable. Pour en voir tous les travers et y faire attention d'un point de vue éthique, il va falloir donner des règles. Et ces règles de vie aujourd'hui, avec toutes les difficultés qu'on a dans nos écoles déjà à gérer d'un point de vue moral, d'un point de vue sexisme, d'un point de vue toutes ces problématiques qui sont à nous, qui sont devant nous, parce qu'on a un écosystème minuscule de la société dans nos écoles qui arrive tous les ans. Et à chaque fois, chaque jeune, il est différent. Et chaque jeune, il est créatif. Alors par contre, moi, je ne crois pas du tout au talent, en fait. Je crois beaucoup, au fait, au travail. C'est un peu pour ça que j'ai essayé d'orienter cette valeur... cette valeur travail, cette valeur de compagnonnage, cette valeur d'artisan, pour que ces jeunes on puisse les armer pour pouvoir travailler tout au long de leur vie. C'est pas le tout de leur donner un logiciel d'effets spéciaux, de 3D ou tout ça en main, ou de 2D, tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire toute leur vie si le logiciel tous les 6 mois il change? Là, nous, on est en France le seul training center Epic Games. C'est pour ces questions-là qu'on est devenu le training center repère pour Epic, parce qu'on traitait des questions éthiques.
Et Epic a cette conscience avec Fortnite entre autres et d'autres expérimentations qu'ils ont mis en place pour faire ce genre de choses. C'est au même lieu, dans le même lieu, qu'il y a un jeune qui va raconter des histoires d'une manière interactive dans un casque et qui va aussi pouvoir faire un film en animation 2D, mais qui peut se retrouver aussi dans un monde interactif. Le rendu final n'est pas forcément photoréaliste. Pourtant, on sait le faire aujourd'hui, ce genre de choses. Est-ce que je réponds à la question de l'éthique ? Parce que j'ai voulu croiser ça avec la pédagogie, mais je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui oublier d'où on vient pour savoir où on va. Méliès, c'est le premier à avoir fait du spectacle devant la caméra. Il a créé le 7e art. Il y a bien eu 6 autres arts fondamentaux qui sont venus avant. Ces fondamentaux, c'est avec ça qu'on apprend à la jeunesse d'aujourd'hui de créer les images de demain. Il ne faut pas l'oublier. Et ces fondamentaux, c'est l'architecture, la sculpture, la peinture, la littérature, la musique et le théâtre. Et le 7e art, c'est le cinéma. De faire du spectacle devant une caméra, c'est un acte délibéré de raconter une histoire linéaire au démarrage et qui aujourd'hui, bien évidemment, n'est plus linéaire et interactive et de jeux vidéo si on veut l'appeler comme ça aussi, mais c'est primordial de se saisir de ces choses-là. Et on ne peut pas dire hyper spécialiser un jeune qui rentre dans une école en lui disant « tu vas dans cette filière et point final ». Aujourd'hui, ça serait tuer dans l'œuf la créativité du jeune. Donc lui laisser cette possibilité, et c'est ce qu'on a essayé de faire à Méliès, c'est ce qu'on essaye de porter depuis 23 ans, c'est de travailler sur toute la chaîne de fabrication d'un film, ou d'un jeu vidéo, ou d'un effet spécial, et que simplement sur son projet de fin d'études, il va mettre en avant, au jour où il va sortir, un projet qui va lui permettre de se vendre sur le marché du travail, avec bien évidemment toute la conscience que tu disais tout à l'heure, de ne pas se faire avoir quand il rentre sur le marché du travail. Est-ce que le statut d'intermittent, est-ce que c'est le taux d'entrepreneur, est-ce qu'il crée une entreprise? Alors, pour ce genre de choses, à Méliès, on a créé donc, dans l'Institut, on a créé un incubateur depuis quelques années où on incube la 12e et 13e entreprise d'anciens élèves dans l'école, en plus de la pédagogie. Ce qui a amené des réussites formidables comme le Soupamonks Studio, les Planktoon, Pilule et Pigeon, Qui dit oui, c'est des boîtes qui aujourd'hui ont ce pignon sur rue pour pouvoir, certaines sont même membres de Cap Digital, ont pignon sur rue pour qu'est-ce qu'on fait demain avec ce genre de savoir-faire. Ce sont les mêmes savoir-faire. Ce sont des artisans de l'image. Voilà. Et on vit, alors je dirais même, on est dans un monde de l'image, du verbe être et naître. Où sont nos imagiers? Au Moyen-Âge, on savait où ils étaient. Aujourd'hui, eh ben, il va falloir le déterminer, l'écrire et se projeter dans le futur pour le faire. Pas pour servir forcément tout de suite une économie, mais pour expérimenter, pour faire que ces jeunes prennent conscience du monde dans lequel où ils vont mettre les pieds, pour s'en servir pour former des populations, s'en servir pour prendre des personnes à mobilité réduite, par exemple pour aller visiter la pyramide de Khéops, ou pour monter sur une voiture, ou travailler sur les phobies aussi. Il y a plein d'expérimentations, ou travailler, comme on l'a déjà fait avec l'université de Créteil et le président Jean-Luc Dubois-Randé, qui est le président de Créteil, qui est cardiologue, sur le cœur humain, en temps réel, devant les jeunes, qui bat le cœur bas comme ça, avec un son très particulier, et on va montrer des pathologies du cœur humain en relief dans une salle de cinéma. Donc on expérimente de l'interactivité et on est au cœur du débat, la médecine au service de ces mondes immersifs. Donc c'est bien de la formation. Mais c'est pas pour remplacer l'être humain, c'est pas pour remplacer la formation en présentiel, c'est pour l'augmenter, c'est pour en dire plus, c'est pour aller plus loin. C'est pour qu'un jeune qui arrive dans une formation en présentiel a peut-être regardé déjà un contenu qui lui a permis d'aller plus vite avec le prof qui vient en présentiel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, je pense, les enjeux sont là aujourd'hui. Donc cet enjeu éthique, il est au cœur du débat, et encore plus dans nos écoles, et surtout pour ne pas laisser de côté ces jeunes qui viennent et se former, pas leur raconter des bêtises en lui disant « oui, bah, avec ce logiciel, tu vas pouvoir bosser toute ta vie ouais. ». Ce qui serait faux, complètement. Et vous avez une diversité sociale aussi dans l'école qui permet qu'elle est gratuite, c'est ça qui est oui, parce que, aussi, effectivement, oui, il y a le plan des formations qu'on met en place avec l'INA, qui sont des formations gratuites à destination de jeunes qui viennent des pôles emploi, des missions locales, et pendant un an, avec la formation Alpha, donc INA et Méliès et d'autres partenaires comme France Télévisions entre autres, on amène ces jeunes en fait à se reconnecter, à se lever le matin, à trouver un métier, dans les métiers de l'audiovisuel, du jeu vidéo, des effets spéciaux. Et à Méliès, en fait, on prend ces jeunes-là pour les amener vers ces métiers qui nous intéressent, le cinéma d'animation, les effets spéciaux, le jeu vidéo, pour les faire revenir à l'emploi et leur redonner envie d'aller vers des métiers, leur redonner une chance d'avoir le sourire et de se lever le matin. Et voilà. Donc ça, c'est des enjeux importants. Il faut que ça soit des formations, je pense, le plus possible gratuites. Rien n'est gratuit dans la vie, bien évidemment. Mais si on arrive à reconnecter, vu que les entreprises ont un besoin, vu que de l'autre côté, il y a des dizaines de jeunes qui veulent travailler dans ces domaines-là, il faut connecter les deux. Et les écoles, l'impératif que les écoles doivent se donner aujourd'hui, c'est de faire ce trait d'union, ce pont, pour pouvoir faire que ces deux mondes se rencontrent. Et le territoire de l'école, il est sacré, il doit être sacralisé. Et ça, c'est fondamental dans notre société d'aujourd'hui.
Je suis en train de regarder donc les questions du public, notamment le public à distance, mais également le public en physique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Il y a une question justement d'un étudiant, Juan Sandrino. Donc je vais lire sa question. Je ne sais pas s'il est encore là. En tant qu'étudiant qui travaille sur des projets NFT et Web 3.0, est-ce recommandé de travailler pendant ses études sur ce genre de projet? Et est-ce que ce métier, ce nouveau métier en fait freelance, va-t-il être proposé par vos écoles dans le futur? Voilà, on a déjà un étudiant qui travaille sur NFT, le Web 3.0. On a parlé un petit peu effectivement du statut de freelance. Comment vous imaginez effectivement un peu l'avenir, le futur, un peu aussi je pense que c'est un peu ce que disait tout à l'heure Dominique aussi, c'est on observe la banalisation. Ce qui est clair, c'est la question d'éthique dont on a parlé. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la perception de cette génération par rapport aux enjeux dont on parle. Et d'ailleurs, moi je vois des élèves qui me disent, quand on parle du métaverse, c'est cool, mais vous avez calculé le coût carbone de vos trucs là parce que voilà, il y a des urgences climatiques qu'il ne faut pas oublier. Ça semble peut-être un peu anecdotique, mais ça ne l'est pas réellement. Je pense qu'on est rappelé régulièrement à ces sujets d'éthique, y compris par cette jeune génération. Et on voit aussi qu'elles ont une posture par rapport au monde des entreprises qui n'est pas simple, et que beaucoup d'entre elles et d'entre eux sont attirés par des carrières où elles ont ou de créer leur entreprise, ce qui est très bien. Donc, j'ai quand même envie de dire par rapport à ça, ça recoupe un peu une idée qui a été évoquée je crois par nous tous, qui est l'idée de dire effectivement ce dont on se rend compte. Tout à l'heure, moi j'ai parlé de filières dans notre école. L'une des conséquences de ces évolutions, c'est clairement que ces filières, elles explosent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sujet, c'est plus de dire comment on fait pour faire travailler ensemble, tu l'as très bien raconté, Franck, comment on fait travailler ensemble un photographe et un UX designer. Comment est-ce qu'on fait travailler ensemble, exactement. Donc, on voit bien qu'il y a cette connexion entre filières ou entre métiers qui commencent effectivement à converger. Il y a aussi cette connexion entre eux, et on va en avoir besoin dans le métaverse, ou dans ces évolutions technologiques dont on a parlé, de connecter ensemble les écoles, les entreprises, la recherche. Et souvent, ce sujet de la connexion entre la recherche et les écoles, il est compliqué. On est dans des écoles créatives où on a un peu du mal, on n'est pas nécessairement outillé pour aller communiquer avec le monde de la recherche. Et là, on voit bien qu'on va en avoir besoin. Merci. Mais je ne sais pas si on a d'autres questions dans le public, peut-être. Il y a la question de l'écologie dans c'est vrai qu'il y a la question de l'écologie, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'est comme on l'a dit, un impact environnemental assez lourd avec le métavers. Donc et on a aussi une génération qui est beaucoup plus sensible à ces questions. Donc c'est un peu paradoxal en fait de se dire qu'ils vont travailler sur quelque chose qui est très polluant en réalité. Faire chaud. Donc, ces questions-là, les jeunes, en fait, ils sont déjà dedans, comme tu l'as dit. Ils sont déjà dedans. Donc qu'est-ce qu'on leur sert, nous? Le nouveau bâtiment en fait, qu'on avait créé il y a maintenant près de 8 ans en fait, à Méliès, c'est un bâtiment qui permet en fait de se suffire avec les ordinateurs qui chauffent dans les salles sans mettre de chauffage l'hiver. C'est un bâtiment BBC où il y a des pompes à chaleur ou des choses. Donc on leur décrit ça, on leur dit ça. Et les sociétés qui se créent aujourd'hui pensent dans notre incubateur à se dire mais comment je vais pouvoir faire pour pouvoir faire un bâtiment où je n'ai pas besoin de chauffer, j'ai pas besoin d'aérer l'été. En fait, nous on a mis ça dans des serres. Alors c'est vrai, c'était un hommage à Méliès avec la Starfilm, mais au-delà de ça, c'était un architecte, un projet d'architecte qui nous permettait de répondre à un besoin jeune d'aujourd'hui. Ils sont tous à se poser des questions, encore plus devant la présidentielle. Pour qui je vais voter? Pourquoi faire? Qui se pose ces questions que moi je me pose à mon âge, à 20 ans, alors que je suis en train de dire, mais j'ai toute ma carrière devant moi. Est-ce que ces politiciens se posent la question 2 secondes, dans quel monde on va vivre demain? Donc bien évidemment, en fait, que quand on commande nos ordinateurs en début d'année, on se dit, tiens, je viens de recommander 40 machines qui n'arrivent pas, ça fait 3 mois qu'on les attend parce qu'on n'arrive pas à avoir le matériau qui va pouvoir être dans ma machine pour faire fonctionner Unreal, quoi. Donc on a des vraies questions de société à se poser et ça, il faut le faire, encore une fois, à la croisée des chemins, avec les chercheurs, avec les ingénieurs, avec les architectes, avec les créatifs, avec ces jeunes qui vont se saisir eux-mêmes de ces solutions-là, et l'école doit être encore au service de ces jeunes pour leur donner ces terrains de réflexion. Alors l'université française le fait déjà, et je pense qu'il faut qu'on le fasse à une échelle encore plus large, avec les écoles existantes qui ne sont pas forcément dans les universités, et je pense qu'on aurait mutuellement des choses à se dire et à s'apporter, quoi. Et à l'international, parce Et à qu'on a une French l'international, touch. d'être accompagnant, tout à fait, moi je suis entièrement d'accord.
Tant mieux. Je ne sais pas si on a encore des questions. Jacques, non, j'en vois pas sur le volet questions. J'en vois pas là. Non, pas de questions. Stéphane, question. Ah si, on a une question. Dans le métaverse, dans un métaverse, ça aurait pu être montrer ce qu'on pouvait faire justement dans des communautés 3D. C'est l'étape suivante en fait. Voilà, moi j'en ai déjà fait un événement comme ça, c'était intéressant. On est tellement content de se voir en physique. Ah, il faut que tu nous et ça c'est ma question sur l'écologie justement. Est-ce que, enfin, ce qu'on a vu ces dernières années, c'est que les voyages ont été ont largement contribué à baisser, enfin la fin des voyages ont largement contribué à baisser justement le CO2. Donc est-ce que le métavers c'est pas plutôt écologique finalement que non écologique? Parce qu'on limite les déplacements non nécessaires, on peut voir du réel sans y être, sans avoir besoin de se déplacer. Finalement, est-ce que c'est pas plutôt un pas écologique? Et une dernière question, en réalité, est-ce qu'un World of Warcraft, ou tout à l'heure on parlait de EVE Online, c'était pas déjà des métaverses et que finalement on est juste en train de rajouter des mots, des choses autour de choses qu'on connaît déjà. Finalement, simplement on essaye de le produire. Ouais, moi, je rebondis sur votre dernière remarque. Enfin, évidemment, je pense que personne n'est dupe du fait qu'à un moment qui était opportun pour eux, une grande entreprise de la Silicon Valley a trouvé astucieux. Ça fait beaucoup de sens, si je puis dire, à la fois de changer de nom et de récupérer, si je puis dire, de faire du hold-up sur ce concept de métaverse. Faut être clair. Bon, donc je pense qu'on est tous d'accord. Personne n'est dupe de ça. Sur votre question sur elle ne s'est pas posée simplement sur le métaverse, mais sur la question de, si je puis dire, les externalités écologiques du numérique. Oui, Zoom, ça pompe de l'énergie, certes, mais ça évite de prendre l'avion. Ok, ou le train, ou j'en sais rien, et plein d'activités, si je puis dire. On peut dire pareil pour les emails, etc. Honnêtement, aujourd'hui, la littérature, elle n'est pas... Enfin, on sent bien qu'elle est encore très marquée idéologiquement dans un sens ou dans un autre, quoi. Donc, il faudrait arriver à objectiver. Nous, toute proportion gardée, dans une école comme Gobelin, on se pose la même question que toi. Malheureusement, on a des locaux qui sont plus anciens, etc. et tout, et puis des processus de gestion qui sont un peu plus compliqués et laborieux. Mais la question de dire, c'est quoi l'empreinte carbone d'une école créative, avec toutes les machines qui tournent, avec etc. et tout, c'est oui, mais encore une fois, je pense que ces sujets-là, ils sont enfin, et au-delà de ça, de l'éco-conception, de l'éco-design. Nous, on a ouvert depuis peu, au moins, enfin depuis beaucoup plus récemment que toi, je pense, un Fab Lab à l'école dans lequel nos élèves de différentes formations viennent prototyper des trucs pour faire leurs films, pour faire leur création, etc. et tout. Et on voit bien, c'est un outil très très concret d'appropriation de mécanique d'éco-conception, quoi. Comment est-ce que je conçois un dispositif, un objet ou un site web, parce que les sujets de développement frugal, de numérique frugal sont des sujets hyper actuels. Je peux rebondir? Oui, je sais pas, je regarde si Axel et Dominique ont des choses peut-être à ajouter, parce que c'est vrai qu'on les a pas entendus. Est-ce que vous avez Moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les jeunes générations parce qu'ils sont vraiment, ça fait partie de leurs préoccupations principales et on le voit sur leur thématique de film, on le voit sur le contenu qu'ils développent en fait sur les différents projets. Il faut les accompagner. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et en me disant, ça ne va pas remplacer aussi, il ne va pas y avoir un remplacement et surtout pas un remplacement de la réalité et qu'il y ait un contrôle par rapport à ça. Je suis entièrement d'accord aussi. Mais il faut voir ça comme une amélioration. Et notre responsabilité à nous en tant qu'école et que pédagogie, c'est de donner les outils à ces jeunes pour qu'ils comprennent les tensions de ces marchés, qu'ils comprennent comment eux s'approprier, et c'est eux qui vont se les approprier, et ils se les approprieront avec leurs problématiques. Mais il faut qu'ils comprennent les tensions, moi je pense, sous-jacentes, économiques, et qu'ils ne soient pas utilisés, en fait, c'est important. Axel, vous avez aussi des initiatives autour de ces questions environnementales ou pas du tout? Si, on a pas mal d'initiatives. Après, c'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, l'enjeu de catégoriser, remarquer,
essayer d'évaluer les impacts, c'est très complexe. Si demain on disait on coupe tout Internet, vous imaginez la catastrophe mondiale que ce serait. Donc dire on va augmenter les débits pour faire du métaverse, oui, sans doute, un peu. On va baisser les voyages, oui, sans doute un peu aussi. Donc l'enjeu est aujourd'hui sur les coûts et les ratios gain-coût, qui sont assez complexes à évaluer. Moi, ce que je vois, c'est quand même une nouvelle plateforme de collaboration qui va pouvoir permettre à des gens qui collaborent pas d'habitude ensemble parce qu'ils sont séparés par des espaces considérables, de collaborer. Et pour collaborer, je parle pas de Zoom, je parle pas de discuter de temps en temps ensemble, je parle de vraiment créer des choses ensemble. Et je pense que créer des plateformes qui aujourd'hui permettent à des jeunes et à des moins jeunes de s'exprimer, d'arriver à construire des choses, c'est un Fab Lab génial parce qu'il n'y a pas de ressources associées, il n'y a quasiment pas de ressources associées. On peut créer ce qu'on veut, l'effacer, le recommencer, etc., le tester. C'est un environnement de test qui finalement est beaucoup moins cher en termes de ressources que les environnements de test réels. Et je pense que c'est une formidable occasion de créer des nouvelles choses, de trouver des nouveaux moyens et de trouver des solutions originales à des problématiques qu'on traîne depuis bien longtemps. Merci. On va prendre une dernière question avant de clôturer. Et Stéphane. Stéphane, ouais, en vous écoutant, ça me passionne parce que c'est la mise en avant des arts narratifs, c'est se poser plein de questions sociétales. Et je me dis, mais pourquoi vos écoles aujourd'hui, elles ne s'associeraient pas pour créer le premier métaverse français? Parce que j'ai entendu qu'il y a aujourd'hui des politiques qui s'intéressent à mettre ça en place. J'ai compris d'un autre côté, il y avait des financements autour de France 2030 pour se réinventer, pour réinventer la France. Est-ce que justement vos écoles, elles ne peuvent pas être moteurs, et est-ce qu'on ne peut pas se donner rendez-vous dans un an pour regarder ce que vos étudiants pourraient proposer là-dessus? Est-ce que vous seriez partant? Alors déjà, il y a des expérimentations qui se sont faites dans le domaine. Par exemple, Gobelin et Méliès, on est des membres fondateurs comme Artefix du réseau des écoles de cinéma d'animation en France. On expérimente beaucoup de choses sur ce rassemblement entre les écoles, mais je pense qu'on ne le fera pas sans le secteur, sans l'écosystème, entre autres de Cap Digital, et sans toutes ces sociétés qui vont venir apporter une vraie valeur ajoutée dans nos pédagogies, en plus de ce que nous, on réfléchit en tant que pédagogues. Parce que je veux citer quelques sociétés, comme une société qui se base pour recréer des environnements, ce qui s'appelle Endus, qui est en train de se créer, et qui part de Google, et en fait va recréer des environnements en un clic de doigt pour pouvoir faire évoluer des personnages dans ces environnements-là. Ou une société encore vraiment ancrée dans Cap Digital qui s'appelle Golem, qui a eu de nombreux Emmy Awards et de récompenses à l'international, et qui fait en gros la gestion de foule dans les films d'animation, les effets spéciaux, le jeu vidéo et tout ça. Aujourd'hui, ils sont en partenariat avec Epic pour faire en temps réel dans Unreal ce genre de gestion de foule. Mais pas que. Il y a Cédric Guillard avec sa société Ecos qui fait de la doublure numérique. Ouais. Toutes ces sociétés, si elles ne sont pas au rendez-vous avec les écoles, ça va poser un petit problème. Donc monter un métaverse, oui, entre les écoles, et on a déjà une certaine agilité pour le faire, mais pas sans l'écosystème. Et fondre tous ces écosystèmes ensemble entre le monde de l'entreprise et le monde des écoles, c'est inévitable. Merci, ça sera le mot de la fin, si ça vous vient. Oui. Juste pour dire un mot, si Stéphane peut nous aider pour aller chercher de l'argent pour monter tout ça, on est preneur. Parce qu'il faut quand même rappeler une chose, c'est que l'enseignement, et je pense que toutes les écoles qui sont ici le partagent, l'enseignement, et notamment dans ces métiers-là, dans ce secteur-là, c'est un enseignement qui est coûteux et qui aujourd'hui est quand même confronté à des vraies problématiques de modèles économiques, il faut le savoir. Et on ne veut pas faire peser ça sur nos élèves. Eh ben, le message a bien été reçu. Nous n'avons pas la possibilité aussi de faire de la recherche. Moi, je pense à l'IA. Nous, on s'intéresse beaucoup à l'IA qui, à mon avis, va changer énormément nos métiers. En tant qu'école, on n'a pas la possibilité financière de faire tous ces développements-là. Donc, on doit effectivement développer des synergies avec des professionnels, avec de la recherche, si on veut avancer plus sereinement et plus loin, si on veut aller plus loin. Avec l'université française, dans le même métaverse que nous. Super. En tout cas, je pense que ça a été entendu en cette période d'élection. J'espère que le mot métaverse a été entendu et utilisé par pas mal de politiques, en espérant qu'effectivement, au-delà du buzzword, il y a
des choses qui seront imaginées. Merci beaucoup en tout cas à nos intervenants. Merci à vous. Et puis au public. En physique, voilà, parce que c'est encore en physique aussi. On a eu des questions sur le fait qu'avec le métaverse, les gens ne vont plus se rencontrer en physique. Mais voilà, on continue, on recommence à le faire en tout cas. Et merci également à ceux qui étaient à distance. Je pense qu'il y avait plus de 300 participants, si je ne me trompe pas, avec nous à distance, qui sont restés jusqu'à vous. Donc bravo, merci, vous êtes courageux. Bravo à vous. Vous pouvez, voilà, je vous donne un badge. J'ai vu le petit chat de Dominique, ça m'a fait penser un petit peu voilà, à Inception et à Matrix, à des petits tests pour savoir si on est dans la matrice ou pas. Non, Dominique est dans le monde réel. On est dans le monde réel, d'accord, j'étais pas sûre. Voilà, donc voilà pour la référence. Bah, merci à tous et bonne soirée et à bientôt dans les métavers. Alors. Merci à vous. Merci, au revoir. Ou dans le monde réel. Ou dans le monde réel. Et merci.